et transit, banque et finance, réseau et sécurité, agents paramédicaux. ISMEF académique est constitué d'un corps d'enseignants compétents et expérimentés avec des formations cadrées sur le développement et performance professionnelle et dans l'entrepreneuriat. Dans le domaine de la communication, ISMEF académique et son partenaire BNews One forment ses apprenants afin de leur permettre d'acquérir l'expérience à travers les pratiques dans l'administration. Et pour garantir les emplois post-formation, ISMEF Academy règle le problème grâce au bureau de l'emploi qui assure votre insertion socio-professionnelle. ISMEF académique est situé en Kouaban au lieu dit 11 Marais et répond au numéro de téléphone 650 29 25 29 ou alors 658 86 84 82. ISMEF académique, un jeune, une formation, un emploi. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et merci de nous retrouver sur BNews 1. C'est votre programme dominical, le club qui démarre. Allons rapidement dans les machines retrouver le sommaire préparé par Delphine Asiga. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au club. Un décret du chef de l'État camerounais Paul Biya portant sur un accord de près de 55 milliards de francs CFA pour les finitions du stade d'Olembe a laissé couler beaucoup d'encre et de salive cette semaine. Si certains se sont contentés des réactions sur la toile, l'honorable Nietzsche demande des comptes. Alors, question ce dimanche. Combien coûte le stade, voire le complexe d'Olembe, finalement à l'État camerounais? 55 milliards de francs CFA, le montant n'est-il pas élevé simplement pour des finitions? En quoi le complexe est-il différent d'un stade? Quelles conséquences la rupture du contrat de Pitini peut-elle avoir sur les chiffres actuels? Comment s'est opéré le montage financier du stade ou du complexe sportif d'Olembe? Le club s'interroge ce dimanche. Toujours dans le foot, alors que le vent semblait souffler en faveur du camp d'Albert Mbida dans la guerre des exécutifs à la FECAFOOT, la FIFA, à travers une lettre au TAS, légitime la position de Seydou Mbombo Djoya, co-président de la FECAFOOT, ce qui complique de plus en plus la situation. Nos experts décortiquent cette actualité. Et comment ne pas évoquer ce qui est considéré pour certains comme une très bonne nouvelle, la réforme du code électoral annoncée par Elections Cameroun. Je vous souhaite bonne émission en compagnie d'Ernest Obama. Je rappelle qu'en fin d'émission, on verra un reportage exclusif d'Ambroise Awana sur l'entretien des édifices publics au Cameroun. La situation est grave. Vous verrez le reportage d'Ambroise Awana vers la fin de l'émission. On reviendra bien notamment sur la performance stratosphérique de Etienne Eto'o. C'était hier lors de la Coupe d'Afrique des Nations de U-20. Vous verrez le début marqué par Etienne Eto'o et bien sûr la passe décisive à Kevin Prince Mila. Parlons d'abord, on reçoit d'abord nos invités. Deux sont déjà avec nous sur le plateau. Deux autres sont attendus. On reçoit d'abord le docteur Cyril Tolo Batoum. Il est économiste, enseignant à l'université de Yaoundé 2 à Soie. Il est chef du projet, c'est ça? Enseignant à Yaoundé 1. Yaoundé 1. Ouais. Économiste à Yaoundé 1? Non, pas économiste, je suis anthropologue. Anthropologue, on m'a dit économiste. Ben, en fait, j'ai plusieurs casquettes. Mais vous êtes économiste ou pas? J'ai fait de l'économie parce que je suis titulaire d'un MBA, mais je ne me présenterai jamais comme un économiste. Anthropologue, vous préférez? Oui, je suis anthropologue. En même temps, je suis manager puisque j'enseigne le management également à l'université de Yaoundé 1. J'enseigne le management de projets au collège de Paris. Donc, je suis un peu... D'accord, le prestigieux collège de Paris. Je pense que vous vous souvenez que j'étais le directeur général de l'ECAR. Oui, puisque je suis passé, j'ai fait un tour par le collège de Paris à la Défense à Paris. Alors, voilà. Vous êtes le responsable, le point focal, on peut le dire, du stade d'Olembe au ministère des Sports et de l'Éducation. Je suis au ministère des Sports et je suis dans l'équipe chargée du suivi des grands projets d'infrastructure, pas seulement Olembe. J'ai travaillé sur Japoma aujourd'hui, le dernier chantier restant étant celui d'Olembe. Nous travaillons avec le partenaire McGill
pour achever ce chantier pour qu'il soit prêt avant la CAN. D'accord, on m'a dit que vous étiez la personne à même de répondre à toutes mes questions. C'est l'immense concernant le stade de Lembe. Merci d'être avec nous sur le plat. D'ailleurs, vous avez été très prolixe cette semaine sur la toile. Vous avez notamment donné un peu de cours de journalisme à certains de nos confrères. Merci d'être avec nous. Il est député PCRN, président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Il était candidat à la dernière élection présidentielle au Cameroun. L'honorable Cabral Libi est avec nous ce matin. Honorable, bonjour. Bonjour à vous, monsieur Ernest Obama. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Comment vous allez? Comment se porte le PCRN? D'abord, moi-même physiquement, par la grâce de Dieu, je tiens debout. Et je le prie, d'ailleurs, en ce jour dominical, de me donner sagesse et intelligence pour édifier mes compatriotes une fois de plus au courant de votre émission. Le PCRN se porte également bien. Un parti se porte bien lorsque ceux qui en sont militants sont sans cesse portés par une vision et œuvrent inlassablement à la prospérité de cette dernière. Lorsque les militants d'un parti politique œuvrent, surtout que dans notre cas, la récence de notre entrée dans la scène politique nous commande, tout au moins pour rattraper ceux qui y sont depuis 30 ou 40 ans avant nous, de travailler d'arrache-pied pour occuper le terrain. Et lorsque vous voyez cet entrain et que vous avez la grâce de diriger une telle dynamique, vous pouvez affirmer que les choses vont pour le mieux. Mais le PCRN ira bien lorsqu'il sera en position un jour de diriger le Cameroun et d'implémenter la vision qui irrigue et dynamise ceux qui sont engagés en son sein. Merci d'être avec nous. On a été rejoint par le prof. Prof, bonjour. Ça va? Je crois que vous étiez avec le... Il vient. Merci d'être avec nous. On parle d'abord, bien évidemment, de ce qui se passe sur le marché camerounais. On parle d'une cote d'alerte en ce qui concerne les produits contrefaits, les produits de la contrebande au Cameroun. Depuis pratiquement 3 semaines, le ministère du Commerce a fait un travail remarquable à travers les descentes inopinées sur le terrain et des descentes qui ont été prolifiques. La dernière en date a eu lieu vendredi dernier ici même à Yaoundé et c'est le ministre du Commerce en personne qui était à la manœuvre. Regardons le reportage de Amandine Atangana. Opération coup de poing du ministère du Commerce ce 20 février dans plusieurs lounge-bars et nightclubs de Yaoundé. Il est question pour Luc Magloambaga Tangana et ses équipes d'apprécier la qualité des vins et spiritueux qui sont proposés à la clientèle. Premier arrêt, le Bukaru Lounge. Examen minutieux des produits pendant une dizaine de minutes, aucune présence de boissons contrefaites. Il s'agit d'aller voir ce que les gens consomment, d'aller voir sur place, de vivre avec les gens effectivement, ce qu'ils consomment-ils de bons produits. Autre escale cette nuit, le nightclub Sansa. Présentation des produits en vente. Quelques minutes plus tard, l'équipe de la Brigade nationale des contrôles et de la répression des fraudes signale une vignette de vin rouge apposée sur une bouteille de whisky. Une mise en demeure est servie tout de suite au nightclub. J'aurais voulu qu'on prenne le nom de l'importateur qui est sur la vignette. C'est à celui-là qu'on devrait s'adresser. Puisque nous, oui, C'est la procédure. Oui, parce que nous achetons déjà estampillés. S'ils ont fait l'erreur, ça regarde notre image. Au cabaret Le Bunker, le ministre du Commerce dénonce non seulement les conditions d'hygiène et d'insalubrité, mais aussi la vente de whisky et champagne d'origine douteuse pour certains et l'estampillage non conforme pour d'autres, ou encore de produits estampillés avec de fausses vignettes. Une enquête sera menée en amont afin de déterminer l'identité du fournisseur de ces produits ainsi que leurs différentes sources d'approvisionnement. Évidemment, on retrouve donc des produits dont les vignettes ne correspondent pas d'une part. Et puis effectivement des vignettes qui sont retirées du circuit depuis longtemps. Donc on peut s'interroger sur la nature et la qualité des produits. Je félicite monsieur le ministre et ses équipes parce qu'il faut absolument éradiquer ça. Ce sont des choses graves qui peuvent détruire nos maisons. Luc Magloambaga Tangana appelle non seulement les consommateurs à plus de vigilance, mais également à la responsabilité individuelle de chacun sur le choix des endroits de loisirs à fréquenter.
Merci Amandine Tangana pour cet excellent reportage. Je rappelle également qu'hier, la brigade des contrôles et de répression du ministère du Commerce a également mis la main sur des bandits à Douala qui manipulaient de manière très dangereuse des bouteilles de gaz. Une bouteille qui devait normalement peser 10 kilos a été ramenée à 3-4 kilos et la descente a permis donc de mettre la main sur ces autres bandits du côté de Douala. Docteur Cyril Telot, on assiste aujourd'hui à une sorte de côte d'alerte. Vous savez, mais c'est déjà installé le temps qu'il prenne tous ses... son bic et tout ce qu'il lui faut, on vous passe d'abord la parole pour en parler. Les produits qui sont vendus aujourd'hui sur nos étals, dans nos marchés, on a du mal à s'assurer que la qualité est de mise. L'agence de la norme et de la qualité fait un travail remarquable à travers son contrat avec la SGS. Les produits sont vérifiés avant embarquement à travers le programme PKI. Mais il y a d'autres produits qui passent sous je ne sais pas, par part des moyens orthodoxes qui arrivent au Cameroun, d'autres même qui sont fabriqués au Cameroun, et conséquence, il y a des whisky qu'on consomme qui ne sont pas de bonne qualité. Comment faire? J'aimerais avant toute chose saluer les efforts du gouvernement, notamment du ministre Luc Magloire Mbarga et de ses collaborateurs qui ont pris à bras le corps ce sujet de la contrebande. En réalité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil dans toutes les économies. Vous avez toujours des tricheurs. Et ce qui se passe au Cameroun, c'est qu'aujourd'hui, nous avons certains de nos compatriotes qui se laissent aller, n'est-ce pas, aux stratégies d'enrichissement illicite, d'enrichissement rapide à travers la fraude. Et cette fraude ne crée pas seulement un manque à gagner pour le gouvernement, mais elle met également en mal la santé des populations. Nous avons vu les images dans les réseaux sociaux de ces apprentis chimistes, pour dire ces alchimistes qui, dans leur cuisine, produisent des spiritueux, entre guillemets, à base généralement de produits dont nous n'avons aucune connaissance sur la qualité, y compris sur la composition chimique. Donc moi je pense qu'il faut saluer les efforts du gouvernement et que le gouvernement continue sur cette lancée, parce que non seulement il faut préserver notre économie d'être envahie par ces produits de contrebande, mais il faut également préserver la santé de nos populations qui sont des grands consommateurs de produits de masse. Je rappelle que cette semaine, la question a été évoquée au cours de l'émission au Bamatam avec les responsables du ministère du Commerce et les responsables du ministère de la Nord. Des mesures sont prises à Vieux-Messier pour endiguer cette situation qui prend des proportions inattendues au Cameroun. Les contrôles qui sont régulièrement faits, par exemple, vous avez suivi dans le reportage, la boîte, le café, le Bunker, on a trouvé des produits douteux avec comment ça s'appelle, avec j'oublie le terme approprié, des vignettes douteuses et également. Et on sait que c'est un café qui est très fréquenté au Cameroun. Les conséquences sur le plan financier sont énormes, mais également sur le plan sanitaire. Oui, sur le plan sanitaire surtout. Vous savez, lorsque j'ai vu la quantité de produits frélatés qui a été mise sur le marché, qui a été saisie par les hommes de sécurité, je me suis posé la question comment ça se fait qu'on puisse tenir jusqu'à ce point-là, parce que c'est vraiment du poison. Et ça ne se limite pas là. Je me suis rendu dans un magasin comme ça d'alimentation, j'ai acheté 2 produits d'alimentation qui sont des produits importés. On s'est rendu compte que c'était des produits périmés depuis au moins 6 mois. Tu étais là aussi? J'étais là, installé, puis j'ai attiré l'attention du responsable de ce magasin, ce rayon-là. Il m'a dit, écoutez, ça, c'est pas mon problème. Et je suis allé plus loin. Il vous dit que c'est pas son problème? Ce n'est pas son problème. Je suis allé plus loin. Je ne vais pas dire la personne que j'ai rencontrée, mais je suis allé au ministère du Commerce pour leur donner à la fois les noms de produits que j'avais relevés, le nom du magasin, sa situation géographique dans la ville de Yaoundé. Et puis, comme par hasard, je suis repassé là-bas 3 semaines. Les produits étaient toujours installés. Donc, je pense que au-delà de laxisme... C'était dans quel quartier? Vous savez, la descente hier a été possible grâce notamment à un internaute. Mais vous savez, Ernest, si je me permets de donner un nom aussi cru, je crois qu'il faut tenir à la sécurité de chacun de nous. Hein, mais je peux vous assurer que c'est un magasin qui a pignon sur rue à Yaoundé, qui est dans un quartier très fréquenté. Géographiquement, c'est vers le nord de la capitale. Donc, alors, je crois donc que ce que les gendarmes et la police est en train de mener comme service en ce moment,
avec l'association de la Nord, je crois que c'est un travail très important qui va impacter énormément sur un certain nombre de préoccupations quotidiennes. Je crois qu'il faut continuer. On reviendra peut-être de long en large sur le sujet dans une autre édition du club. Parlons à présent, si cela vous convient, d'Elections Cameroun. Une lettre du directeur général envoyée à ces régionaux est aujourd'hui crée de nombreux, du moins l'espoir chez certains, parce qu'on envisage la réforme du code électoral. C'est une demande qui a été longuement et régulièrement faite, et certains ne manquent pas de voir et de penser que cette lettre montre bien qu'il y a une volonté qui vient d'en haut de réformer le système électoral camerounais. Honorable Cabral Libi, vous avez certainement vu cette lettre du DG des Elections Cameroun envoyée à ses responsables régionaux. D'abord, comment est-ce que vous réagissez à cette lettre, et en plus, comment vous entrevoyez une réforme du code électoral camerounais? Qu'est-ce qui doit être changé selon vous? Alors, si vous permettez, juste un petit mot sur le sujet précédent. Allez-y. Juste un petit mot. Parce que il y a deux termes qui reviennent. La contrefaçon et la contrebande. La contrefaçon, c'est la fabrication ou le travestissement des marques ou des produits. Et la contrebande, c'est l'entrée des produits dans le territoire camerounais sans que cela ne soit suivi ou régulé par la douane. Moi, ma première réaction quand je vois ce foisonnement de chimistes, c'est qu'il y a du génie. Peut-être qu'il faudrait que l'État du Cameroun s'organise à tirer profit de ce génie malfaisant. Peut-être pour que toutes ces personnes qui manipulent si habilement ou malhabilement les produits chimiques puissent mettre à contribution leur savoir-faire. Mais je crois que dans tous les pays du monde, il n'y a qu'une seule façon d'arrêter et la contrebande et la contrefaçon. C'est la répression violente. Quand je parle de violence, je ne parle pas de violence physique. Mais si vous voulez, la répression rigoureuse. Je n'imagine pas que dans un pays comme les États-Unis ou la France, que l'on entre dans un café, que l'on trouve des produits contrefaits ou de contrebande, et que ce café soit encore ouvert un jour. Question sanitaire, oui, au bout, ce sont nos vies qui sont détruites. Ces gens qui boivent ces liqueurs tombent malades par la suite. Des maux de tête, des maux de ventre, des AVC et tout ce que vous voulez. C'est des assassinats programmés d'une frange de la société camerounaise. Et on en parle comme ça, comme si c'était un sujet banal du dimanche. Et ça passe à la télé, et puis on lance des lauriers à un ministre du Commerce, comme s'il a fait quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il est sorti à la télé dans la nuit avec un képi sur la tête. On est dans des affaires particulièrement graves, qui ne sont suivies d'ici d'aucune mesure particulièrement rigoureuse qui nous renseigne de ce que l'État du Cameroun prend à bras le corps, un sujet qui met en péril la vie des Camerounais. Vous savez, enfin, passons. Revenons à un jour, ce pays finira bien par être dirigé. Revenons. Il est quand même, il est dirigé le pays, pas quand même. Il y a un chef dirigé autrement. Ça vous autrement, oui, ça me convient, parce qu'il y a un président de la République qui a été élu par la majorité des Camerounais et qui dirige le pays. Allons-y, Cameroun. J'aurais pu ajouter autrement. Excusez-moi d'avoir oublié cet adverbe. Revenons au sujet que vous avez évoqué, celui de l'ECA. C'est une bonne chose. J'ai lu le document qui circule, où le directeur général de l'ECA me demande aux conseillers régionaux de faire des propositions. C'est absolument une bonne chose. Et je crois d'ailleurs qu'il a bien ciblé les nouveaux. Parce que je crois que s'il l'appelle Hilaire Kamga, Hilaire Kamga va lui apporter une brouette de propositions qu'il fait depuis des années. S'il m'appelle moi,
je lui apporterai un pick-up de propositions faites depuis des années. Je crois que si Elekam relit ses propres rapports post-électoraux, parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la plupart des rapports, tous les rapports qu'Elekam a toujours publiés après une élection, sont assortis à la fin de propositions de réforme du système électoral camerounais. Et la plupart du temps d'ailleurs, la plupart des propositions que nous évoquons dans les médias et dans d'autres documents sont reprises dans ce document d'Elekam. Donc, moi je suis à l'Assemblée, donc j'attends patiemment le document là-bas et j'espère que la majorité pourra suivre. Mais ce sur quoi moi je voudrais interpeller les Camerounais, je l'ai déjà dit, la révision du code électoral n'est pas une panacée pour l'alternance. Je le dis haut et fort. Je vous rappelle que l'un des systèmes électoraux les plus fiables au monde vient d'être à rude épreuve. Aux États-Unis. Les États-Unis d'Amérique. Mais ce n'était pas la première fois. Je crois que c'était la deuxième ou la troisième fois. Même en France, on a souvent eu des soupçons. Ce que je veux dire, c'est que dans des pays proches comme le Cameroun, on a une élection à 2 tours. Parce que les gens veulent parfois donner l'impression qu'il faut avoir une élection à 2 tours pour que tout change. Je vous dis bien, à l'une des frontières du Cameroun, vous avez un pays très proche, qui aura d'ailleurs une élection présidentielle très bientôt, d'un président qui est là depuis plus de 30 ans, où il y a un système à 2 tours, où il y a des machines, où il y a le vote électronique. Je vous rappelle qu'après tout ce qu'il y a eu en RD Congo, c'était bien une élection à 2 tours, c'était bien des machines avec un vote électronique. Ben, vous savez ce qui s'est passé là-bas, ça a fait le tour du monde. Il y a eu mort d'homme. Tant que ce sont des êtres humains qui manipulent ces choses, elles préserveront toujours leur part de faiblesse. Le problème du Cameroun, ce n'est pas le code électoral principalement, c'est la participation. C'est la participation. Je ne dirai jamais assez. C'est la participation. Le jour où, sur les 15 millions de Camerounais en âge de voter, nous en aurons 11, 12 inscrits sur les listes électorales. Le jour où ces 12 millions voteront et surveilleront leur vote, parce que je vous le rappelle encore, M. Ernest Obama, dans le système électoral actuel, il est autorisé à chaque parti politique qui participe à une élection, et si vous voulez à une présidentielle, à chaque candidat d'avoir un représentant dans chaque bureau de vote. Et contrairement à ce qu'on vous dit, parce que j'ai souvent suivi du genre, oui, c'est le PV de l'ECAM qui est fait foi. Comme si on pouvait imaginer un système juridique au monde où il n'y a pas le PV d'un organe public qui ferait foi. Non. Lorsque vous avez participé à une élection, et je sais de quoi je parle aujourd'hui, lorsqu'on va au dépouillement, que ce soit dans les commissions communales ou les commissions départementales, vous faites valoir vos PV. Monsieur Obama, si moi je suis député, c'est parce que dans ma circonscription, malgré tout ce que mon concurrent a essayé, en termes d'achat de conscience, de monnayage et tout ce que vous voulez, j'avais tous les PV de tous les bureaux de vote. Et dès le soir même du vote, j'avais publié les résultats. Et c'est ce que l'ECAM et le Conseil constitutionnel ont publié. Il n'y a donc pas de magie à cela. Je dis encore que si sur 25 000 bureaux de vote, nous sommes encore incapables, nous qui voulons diriger le Cameroun, donc 25 millions de Camerounais, et nous sommes incapables de trouver, je ne dis même pas 25 000 personnes, mais seulement 15 000. Ben vous imaginez ça, M. Obama. Vous voulez être président de la République, vous n'arrivez pas à mobiliser 15 000 personnes déjà. Mais n'allons pas loin. Seulement suffisamment de personnes pour surveiller le vote à Yaoundé, pour surveiller le vote à Douala, où il y a toutes les radios et toutes les télés du monde, où tout le monde est censé être éveillé. Mais on ne pourra pas y arriver. Alors, tant que les Camerounais ne s'inscrivent pas sur les listes électorales, ne bougent pas le petit doigt, et pensent que lorsqu'on aura rédigé un code électoral, vous pensez un seul instant, si vous ne voulez pas être naïf, que M. Paul Biya va vous rédiger un code électoral au matin, où toutes les lignes qui sont inscrites disent qu'il va perdre les élections. Mais écoutez, continuez à rêver. Ça n'existe nulle part. On est dans le rapport de force, et il faut que mes compatriotes qui m'écoutent comprennent qu'ils ont leur part de responsabilité. Quand j'ai dit le code électoral n'est pas la panacée, je n'ai pas dit que le code électoral ne sert à rien. Je n'ai pas dit que la révision du code électoral n'est pas importante. Parce que j'imagine déjà ce que les uns et les autres sont en train d'écrire ou de dire.
Xavier Messier, vous n'étiez pas d'accord avec Laurent Cabral. Vous pensez que la révision du code électoral qui est demandée par de nombreuses formations politiques, notamment le MRC, d'ailleurs c'était l'une des raisons évoquées par le parti du professeur Maurice Kamto pour ne pas prendre part aux dernières échéances électorales, notamment les municipales et législatives, mais également les régionales. Est-ce qu'aujourd'hui, une révision assuvirait les attentes et les besoins des uns et des autres? Je pense que si les partis politiques, pas seulement les partis politiques, il y a eu également la société civile, des organisations non gouvernementales qui ont décrié, n'est-ce pas, le code électoral, le système électoral camerounais. Si on a décrié, si les partis politiques se sont impliqués dans le système, ça veut dire tout simplement qu'il y avait quelque chose à réorganiser. Toiletter ce code électoral aujourd'hui, moi je pense que c'est une chose excellente. Alors maintenant, qui sera associé, qui sera appelé à participer à cette toilettage? Cabral l'a dit tout à l'heure, il a contribué plusieurs fois, il a envoyé des propositions, d'autres l'ont fait également, et que ces propositions-là n'ont pas souvent été prises en compte. Ça, c'est un élément. Peut-être que maintenant, il y aura une large concertation. Alors, le fait que les pouvoirs publics, à travers ELECAM, prennent l'initiative de faire une consultation préalable, et de pouvoir réunir. Je crois que cette consultation ne devra pas être sélective. Il faut qu'elle soit la plus large possible. Et que ceux qui ont en charge ce toilettage nous démontrent effectivement que des partis politiques d'opposition et ceux qui sont dans la mouvance gouvernementale ont contribué. Et il faut interroger, y compris des chefs traditionnels qui ont des choses à dire là-dessus. Ça, ce volet-là, je crois qu'il faut tirer un chapeau, n'est-ce pas, au pouvoir public qui veulent enfin toiletter ce code électoral. Maintenant, là où je ne suis pas entièrement d'accord avec Cabral, lorsque Cabral pense qu'il suffit que 15 millions de Camerounais sur 25 s'inscrivent et qu'il aille voter massivement pour que le vote soit transparent. Je ne crois pas, c'est une naïveté. Mais je pense tout simplement... Il n'a pas parlé de la transparence du vote. Mais il a dit je vous ai dit que ce qui est déterminant... Mais si je ne croyais pas à la révision du code électoral, je n'y aurais pas participé, je n'aurais pas fait toutes les propositions que je fais depuis des années avant même d'entrer en politique. Mais je vous dis que vous pouvez le réviser autant que vous le voulez. Ça a été le cas depuis 92 avec votre participation d'ailleurs. Ça n'a pas changé grand-chose d'ailleurs, ça s'aggrave alors que ça s'améliore. Non, Cabral est en train de nous faire comprendre ici qu'un raz-de-marée pour faire basculer une élection. C'est ma position. Oui, non. Mais un raz-de-marée dans un système électoral, dans un socle qui n'est pas propre, qui n'est pas transparent, qui n'est pas clair, vous ne pouvez rien faire. Parce que si le socle électoral n'est pas... Si vous avez des PV... Non, dites-moi, allons-y. S'il vous plaît, honorable. Non, je voudrais qu'on soit utile à ceux qui nous regardent. On est utile. Allons dans la pratique. Si vous voulez, que monsieur me dise, si un concurrent à une élection réussit à réunir les PV, en quoi ce code empêche qu'on dise qu'il a gagné? C'est compris. Je souhaite, s'il vous plaît, ça c'est vous gardez le micro, mais honorable, je souhaite que quand quelqu'un a la parole, qu'on l'écoute. Monsieur, allez-y. Lorsque l'honorable Cabral, je fais amende honorable. Il fait allusion à 92. Je n'ai pas participé en tant qu'acteur en 92, mais j'étais observateur. Mais je vais vous dire que l'élection de 92 est restée dans l'histoire du Cameroun. Parce que c'était un raz-de-marée. Il y avait un raz-de-marée, mais le résultat pourtant était là. Parce que le code électoral sur lequel reposait ce résultat n'était pas transparent, il n'était pas accessible à tout le monde. Moi, je suis convaincu, je reste convaincu qu'un raz-de-marée électoral sur un code électoral qui n'est pas transparent, qui n'est pas accessible, ne peut pas donner un résultat escompté. Ça, je voudrais mettre Cabral au défi. Je crois que vous ne vous comprenez pas. Cabral est d'accord que le code électoral n'est pas une panacée. Mais les deux doivent aller ensemble. Mais si le vote est sécurisé, si dans chaque bureau de vote, il y a quelqu'un qui a un PV et qu'il peut... Mais je pense, Ernest Ouama, vous n'avez pas suivi peut-être ce que j'ai dit en 92. Bon, d'accord, passons. Professeur Onanguini, c'est une démarche interne qui n'aurait même pas dû être rendue publique parce qu'aujourd'hui, c'est parce que le document a été publié sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas revenir sur le débat entre Xavier Messier et l'honorable Cabral Libi. S'il y a une réforme à faire, selon vous, qu'est-ce qu'on doit toiletter? Non, c'est rien. Ça ne vous intéresse pas? Je crois que en fait, la question est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Il y a plusieurs niveaux qui entrent en compte dans la chaîne électorale. Il y a la question de l'éducation électorale, il y a la sensibilisation électorale,
il y a la mobilisation électorale, il y a l'organisation électorale, il y a la régulation électorale, il y a la participation électorale, il y a la codification électorale. C'est en combinant tout cela qu'on peut essayer, dans une certaine mesure, d'améliorer le dispositif, tout en tenant compte du fait que l'élection étant une compétition, évidemment, il y aura un choc d'intérêt entre les compétiteurs sur l'orientation à donner non seulement à la codification électorale, mais à donner à la régulation électorale et particulièrement sur l'aspect de l'arbitrage. Et le plus important, c'est de comprendre qu'aucun de ces volets ne fonctionne automatiquement et n'est mis automatiquement en compatibilité avec les autres. Ce n'est pas parce que vous aurez un code électoral qui serait relativement satisfaisant pour les partis que ça suffirait à mobiliser les électeurs. S'il n'y a pas au départ une éducation électorale significative qui dispose effectivement des moyens de pénétrer toute la société, la seule disposition d'un code électoral ne sera pas suffisante. Maintenant, il y a la question de la structuration électorale des différentes forces politiques en présence. Ce n'est pas quelque chose qui est très 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 simple. Et l'une des grandes difficultés des formations d'opposition au Cameroun, c'est la couverture spatiale. Parce que la couverture spatiale, surtout dans nos conditions, n'est pas donnée. C'est-à-dire la capacité à s'étaler sur tout le territoire, à mettre en place des réseaux d'abord, puis un appareil électoral solide. Ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Voilà. On va peut-être comprendre, on va suivre la... Vous voulez dire un mot là-dessus? Oui, juste allez-y, alors. un mot. Alors, la première des choses que je note, c'est que le gouvernement n'est pas autiste. Si tant est que ce document est vrai, ça montre que le gouvernement n'est pas autiste parce qu'un certain nombre d'acteurs politiques, notamment de l'opposition, ont toujours demandé le toilettage du code électoral au Cameroun. Je suis d'accord avec l'honorable Cabral qui pense que le code électoral n'est pas une panacée. D'accord également avec mon collègue, le professeur Mathias Onangini, qui pense qu'il faut éduquer les populations. Mais j'aimerais insister sur une question, c'est l'aspect de l'offre politique. Vous pouvez avoir le meilleur code politique, le meilleur code électoral, mais si l'offre politique n'est pas attractive, vous n'allez pas attirer les électeurs. Et le problème de l'opposition camerounaise, c'est sa capacité à proposer une alternative crédible. D'abord, sa capacité à s'organiser et à proposer une alternative crédible. Est-ce que le problème n'est pas, je pense que l'honorable par Cabral Libye parlait d'un problème qui se situe en amont. Il faut déjà que les Camerounais s'inscrivent, parce qu'à quoi ça sert de présenter une offre politique à des Camerounais qui n'ont pas de carte d'électeur? Le lien entre l'offre politique et l'élection. Les citoyens sont suffisamment, je vous prie, prof, de ne pas être si insultants, ni à l'endroit de l'opposition dans laquelle vous n'êtes pas. Mais enfin, apparemment, quand on est universitaire, on peut aussi présumer de ce qui se fait là où on n'est pas. Je vous le concède. Et n'insultez pas non plus les citoyens. Vous ne votez pas pour tout le monde. Laissez les citoyens décider de la crédibilité des offres qui leur sont faites ou pas. J'aurais bien voulu que vous me laissiez terminer, puisque M. Obama a dit... D'accord. Voilà. Allez-y, terminez. Alors, première des choses, je n'ai insulté personne. J'ai tout simplement dit que la capacité de mobilisation des populations est fortement liée à l'offre politique qui est en face. Si l'honorable Cabral Libye a été élu, c'est bien parce que son œuvre politique a attiré des électeurs. Donc si en face du parti au pouvoir, nous avons une opposition qui présente une offre politique, une alternative crédible, vous avez vu ce qui s'est passé en 92, les populations vont y aller. Donc je n'insulte personne, je n'ai pas dit que l'opposition camerounaise elle est bête, qu'elle n'a pas de proposition, mais je dis encore qu'une fois elle est désorganisée. J'ai posé le problème. Tant qu'elle restera désorganisée, tant que le peuple ne trouvera pas une alternative, je dis bien crédible, on pourra avoir le meilleur code
électorale possible, je ne suis pas sûr que le rapport de force changera fondamentalement. C'est le recadrage que je voulais faire parce qu'il y a un problème entre l'offre politique et la participation même à l'élection. Le professeur a parlé de l'éducation à la politique qui est déjà un problème. Si on n'est pas inscrit sur une liste électorale, quelle que soit l'offre qu'on vous propose, vous ne servez à rien. Excusez-moi, M. Obama. Vraiment, excusez-moi. S'inscrire sur une liste électorale, c'est d'abord un droit civique. C'est un droit civique. C'est-à-dire que si vous lisez la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou si vous voulez le pacte international relatif aux droits civils, politiques, sociaux et culturels de 1966, c'est clairement écrit. Vous avez le droit de voter ou de ne pas voter. Donc vous pouvez être inscrit, aucune offre ne vous séduit, vous ne votez pas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire vous ne pouvez pas me dire que c'est l'absence d'offre politique qui fait donc que les gens ne s'inscrivent pas. Dans ce cas, même l'offre politique du parti au pouvoir serait la pire. Parce qu'elle est là depuis longtemps, cette offre politique. Ce parti dirige le Cameroun depuis si longtemps. Le nombre d'inscrits est décroissant, malgré tout le tapage qui est fait. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas l'offre politique. Le problème, et je préfère rejoindre Mathias, sur l'éducation civique, sur l'éducation politique, ce à quoi je crois les acteurs politiques, et même pas seulement d'ailleurs, même les acteurs de la société civile devraient s'atteler. Dans une société où les gens n'ont pas dans leur poche ce qui leur permet de décider ou pas le moment venu, c'est très grave. Ben écoutez, moi j'ai vécu ça, si vous voulez je vous le raconte. Lorsque je me lance à l'élection, vous avez vu les meetings que j'ai fait en 2018, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous savez que pendant mes meetings, il y a des gens qui me disaient honorable, vraiment, enfin, pas honorable, monsieur Liby, ou président, et tout ce que vous voulez, ben écoutez, j'ai envie de voter pour vous, mais est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Et on était en pleine campagne électorale. Pourquoi? Parce que pendant que je battais le macadam, mais vous vous rappelez, M. Obama, je disais aux gens, inscrivez-vous sur les listes électorales. Il se trouvait des gens, mais très bien pensants et très intelligents, qui disaient, parce qu'il dit aux gens de s'inscrire, c'est un pion, ça ne sert à rien de voter. Tant qu'il y a ce code électoral, ça ne sert à rien de voter. D'ailleurs, vous avez une curiosité après l'élection, ou dans des pays où, par exemple, il y avait 95 inscrits, je parle des États-Unis, vous avez vu des gens marcher par milliers, revendiquant une victoire. Et vous vous demandez, mais tiens, il y a autant de Camerounais dans ce pays qui disent qu'ils ont gagné une élection alors qu'il n'y avait que 95 votants. Ben c'est ça le paradoxe camerounais. Nous pensons que c'est bien de distribuer des bons et des mauvais points. Nous pouvons appeler dans les radios et bavarder à longueur de journée, parce que c'est ça qui va faire qu'il y ait alternance. Nous pouvons nous insulter sur les réseaux sociaux à longueur de journée, traiter les autres de tous les noms d'oiseaux, et nous pensons que c'est ça qui va faire l'alternance, que non. Laissez l'opposition de côté, laissez les acteurs de côté. Rien n'empêche à un Camerounais, né de père et de mère, Camerounais en tout cas, portant la nationalité camerounaise, de se rendre à un poste d'inscription qu'il y a sur tout le territoire camerounais. On peut s'inscrire avec le récépissé de la carte nationale d'identité, contrairement à ce qu'on raconte. On peut voter avec le récépissé sans avoir la carte d'électeur. C'est tout ce qu'on demande aux Camerounais de faire. Essayons cela et on va voir. D'accord. Une seconde. Lorsqu'il y a un élément qu'on ne semble pas prendre en compte, le désintérêt. Le désintérêt des populations à la chose politique. Non, à l'inscription. Alors mais ça fait partie de ça. Ça fait partie. On refuse de se faire inscrire parce qu'il y a des désintérêt. Le désintérêt, la cause, l'inscription, la conséquence. Lorsque vous rencontrez des gens qui vous disent ça ne changera rien. Je ne vais pas voter, ça ne changera rien. On connaît le résultat d'avance. Ça veut dire qu'il y a un détachement total de l'intérêt qu'on pourrait porter à la chose politique, qu'on soit de l'opposition ou non. Alors, c'est un sentiment qui est généralisé. À chaque consultation électorale, les gens vous disent, bon, on sait ce qui va se passer. Pourquoi vous voulez que j'aille m'inscrire, ça ne changera rien? Ça rejoint un peu ce que le prof disait, parce que si on disait ça ne changeait rien, on n'aurait pas l'honorable Cabral Liby qui a été élu avec plusieurs membres de sa formation politique. Peut-être qu'il faut éduquer, professeur, allez-y, c'est un sujet qu'il prend. Juste une petite précision, ce n'est pas le désintérêt, c'est le mésintérêt. C'est-à-dire la méconnaissance de ce qu'est la relation électorale, le rapport électoral, qui fait que la conception qu'on a de la politique n'est pas familiarisée avec l'opération électorale et ce que l'opération électorale vaut dans le système institutionnel. Donc, dans tout cela,
effectivement, la question, c'est le compartiment de départ, c'est l'éducation politique pour donner de l'intérêt à l'élection. Parce que le désintérêt, c'est celui qui est déjà en fait socialisé à l'élection, qui dit, bon, voilà, les offres politiques en présence ne m'intéressent pas, je ne vote pas. Mais là, c'est le mésintérêt, c'est-à-dire qu'on ne comprend même pas ce que c'est que l'opération électorale. D'accord, voilà ce qu'on pouvait dire sur ça. On va suivre ça de près. Les gens en sont à imaginer que parce que quelqu'un va mourir un matin, ou parce qu'il y aura coup d'État un matin, comme si dans certains pays, les gens ne sont pas morts et leurs enfants ne leur ont pas succédé, comme si dans certains pays, il n'y a pas eu coup d'État et les mêmes sont revenus. Mais on est dans des choses absolument ubuesques dans ce pays. Dites aux Camerounais qu'ils ont leur part de responsabilité dans ce qui se passe au Cameroun, en tant que citoyens, qu'ils s'engagent non pas à militer dans des partis politiques, ça viendra à s'inscrire sur des listes électorales. Voilà ce qu'on peut dire. On va suivre de près cette actualité, professeur. Juste, maintenant, nous ouvrons notre cahier des sports qui est assez vaste ce matin. Allez, on parle d'abord de la performance stratosphérique en 3-4 minutes d'Etienne Neto à la CAN U20, c'est en Mauritanie. Le Cameroun s'est imposé 4 buts à 1 face aux Mozambicains avec un doublé d'Etienne Neto et bien sûr une passe décisive. Je pense qu'à la régie, normalement, on devrait avoir des murs d'images. Le prof Onanguini, il a 2 matchs, il était sur le banc de tous. Au 3e match, il est aligné, il est l'homme du match, il marque 2 buts, il présente un talent qu'on n'attendait pas, une lecture de jeu qui semble aujourd'hui plaire pratiquement. On a eu des posts sur la toile, des gens qui sont en train de chanter les louanges du jeune et tout. Je pense qu'il faut être mesuré. Le jeune Héctor Pineda est encore en construction. Il a déjà un certain nombre d'aptitudes qui se voient, le toucher de balle, une très belle technique, un bon niveau de lecture de jeu, mais il a aussi encore des fragilités. Il a certaines fragilités psychiques. On voit que ce n'est pas nécessairement un battant. Il n'est pas suffisamment agressif encore. Et puis au plan physique, il est encore léger. Il me rappelle quand même... C'est pas logique avec son âge. Il a 18 me rappelle, ans. Oui. C'est vrai que le Cameroun a été accusé... À 18 ans, il y en a qui, à 18, avec les vrais 18 ans, sont déjà un peu plus structurés. Parce qu'il y a les vrais 18 ans et les faux 18 ans. Lui, c'est un vrai 18 ans, on est d'accord. C'est un vrai 18 ans. On est d'accord. Ça se voit. C'est un vrai 18 ans. Je pense que le gros obstacle qu'il aura, c'est déjà la comparaison au père. Parce que beaucoup de gens qui étaient dans sa situation ont eu ce problème. Je me rappelle de Jordi Cruyff. Tout le temps, on le comparait à son père et ça a miné sa carrière. Je crois qu'il doit... Voilà, les fils d'Abedi Pelé, André Ayou et son frère ont également connu la même difficulté. Je pense qu'il va falloir qu'il soit bien coaché. Je pense qu'il a de bonnes dispositions. Il faut travailler son côté psychique et puis il faut le muscler un peu plus. Il me rappelle, par le profil, il me rappelle le jeune Ronaldo. Mais maintenant, il faut qu'il travaille beaucoup pour être à la hauteur. Chacun va dire un mot sur le sujet. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, quand on regarde le classement des meilleurs buteurs, les meilleurs ont 2 buts. Il y a deux Camerounais, tous fils de footballeurs. Il y a Sondé Junior, peut-être que les gens ne connaissent pas son père, c'est le fils de Jean Sondé. Et il y a également Eto. Et l'autre curiosité de cette équipe, c'est qu'il y a un qui s'appelle Kevin Prince Mila. Et c'est quand même incroyable, il a dansé comme Roger Mila en marquant son but. Allez-y, Honorable, chacun va dire un mot sur le sujet. Alors, d'abord, je félicite l'équipe et je félicite le jeune Héctor. Sauf que cette question de football me rappelle une autre. Vous savez, on a beaucoup de hautes personnalités dans notre pays qui ont fait leurs études au Cameroun, qui ont excellé au Cameroun, mais dont les enfants ont été scolarisés à l'étranger. Et c'est un paradoxe. Voilà que ça arrive au foot. Samuel Eto'o, pur produit footballistique camerounais, mais son fils dont nous sommes en train de parler est un produit étranger. Alors la question est au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Cette magie qui a fabriqué les génies sur le terroir camerounais il y a 30 ans, 40 ans, se serait-elle déplacée en Occident? Ou alors ceux qui ont tiré profit de cette magie n'ont pas su l'entretenir pour que leur propre progéniture puisse
elle aussi, en tirer profit. C'est pour moi la grosse problématique qu'il y a derrière. Donc, je félicite le jeune Eto'o, et comme Mathias l'a dit, il va bien falloir qu'il se fasse au moins un prénom. Parce que le nom, il est fait. Il va falloir qu'il se batte pour qu'on puisse l'appeler au moins. Vous avez dit Pineda tout à l'heure. Étienne Pineda. Je pense qu'il ne pourra pas faire un grand Eto'o, ça c'est sûr. Même s'il jouait... Ah non, il peut le faire. Mais, il est jeune. Moi, je pense que si il travaille l'agressivité, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus combatifs, et puis la musculation, ça peut être un bon choix. Je pense que même son père, Samuel, au départ, n'était pas si agressif que ça. Parce que quand tu te souviens de ses premiers matchs avec l'équipe du Cameroun... Non, il a de bonnes dispositions, mais son gros obstacle, c'est son nom et le laxisme qui peut venir de son nom. Mais il a un potentiel. Docteur Sylvie, vous avez regardé le match chez moi? Oui, bien sûr. Comment vous l'avez trouvé? J'ai trouvé que c'était un match extraordinaire, 4-1. Moi, ça me pose un autre problème, c'est celui de la performance de nos équipes. Vous savez, nous sortons du CHAN, la déception, l'élimination en demi-finale contre le Maroc, puis la désillusion. Voilà. Ben, justement, là, nous avons une équipe qui a pris le temps de se préparer dans la sérénité. Et cette préparation et les résultats que nous avons aujourd'hui sont révélateurs du fait que lorsque l'environnement appelé comme ça, M. Eto'o, naturellement, nous souhaitons que, qu'il hérite de tout le talent de son père. D'accord. Après le match hier, Xavier Messé, je me suis permis de revoir les dernières performances de l'équipe du Cameroun, l'équipe première. Il me semble que le dernier coup franc marqué par l'équipe du Cameroun, c'est Moukandjo à la CAN 2017 contre le Burkina Faso. Ça fait combien? 4 ans déjà. Mais quand on voit un petit gamin, le CHAN vient de s'achever, on a eu plein de coups francs, aucun n'a été transformé par un footballeur camerounais. Mais regardez le coup de patte de ce gamin qui met le ballon dans la lucarne, c'est quand même quelque chose de remarquable. Mais généralement, à cet âge-là, on a beaucoup de talent. Il faut seulement qu'il soit bien encadré et que ce talent qui progresse en avançant en âge, en avançant également avec ce talent-là. Je voudrais... Il a 18 ans. Oui, il a 18 ans. Mais il y a également un élément, vous avez cité tout à l'heure, un certain nombre de jeunes Camerounais, des pères footballeurs qui ont choisi de revenir au Cameroun. C'est quelque chose qu'il faut souligner. Parce que vous savez, le jeune Eto'o, non seulement il n'est pas né, il n'a pas vécu au Cameroun, il a été influencé par un milieu occidental qui l'a sollicité énormément. Il aurait été sollicité par l'Italie, par la France, et ainsi de suite. L'influence du père et l'amour du pays a fait en sorte que ce jeune-là revienne au Cameroun pour jouer à l'équipe nationale, comme les autres que vous avez cités. Je crois que là, le mérite est non seulement à ces jeunes à qui on a développé le sentiment patriotique, et également aux parents qui ont su, parce que si ça n'avait pas été la participation des parents pour leur encadrement, on ne les aurait pas comptés sur nos jeunes de moins de 20 ans. Le prochain match, il démarre ou pas? Parce qu'on a l'impression quand même que c'est son nom qui était un handicap pour lui. Peut-être que l'entraîneur avait peur de ce que diront les autres. Mais là, sur le terrain... Deux petites précisions. Première précision, le fils Tchato, aussi qui est là-bas, et Étienne Eto'o avait été refusé pour les cadets en fonction des règles. Le mondial. Oui, le mondial des cadets. Mais vous avez vu qu'ils sont revenus. Parce qu'ils auraient pu, sur la base de cet échec, dire vraiment le Cameroun, ça ne nous intéresse plus. Et vous avez vu sa réaction quand il a marqué le but. Je pense que Samuel Eto'o a déjà réussi une chose, il lui a donné l'amour du Cameroun. Et ça, c'est bien. D'accord, voilà, c'est ce qu'on pouvait dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fils de footballeurs qui réussissent. Hein. Ne parlons pas seulement de ceux qui ne réussissent pas. Il y a Alan, c'est un fils de footballeur, le joueur de Borussia Dortmund aujourd'hui. On fait pas. Il y a le petit Son qui a également signé à Paris FC, le fils de Rigobert Son. On espère qu'il aura une belle carrière comme son père. On reste en foot et sans transition. On parle enfin de la Fédération camerounaise de football. Et puis cette semaine, on a eu l'impression que le vent tournait en faveur du camp Albert Mbida, patatras. Une lettre de la FIFA indique clairement que le président actuel de la FECAFOOT, M. Seydou Mbombondjia, et la FIFA annonce d'ailleurs que les réformes sont en cours pour que l'élection ait lieu le plus rapidement possible. On parle d'une réunion importante qui aura lieu le 25 février prochain au Cameroun. Peut-on penser ce matin que le camp Albert Mbida a été désillusionné
D'abord, le docteur Cyril Tolo. On n'a pas jusque-là eu la position du gouvernement sur la question. On ne sait pas s'ils sont avec le docteur professeur Albert Mbida ou pas, mais le professeur Albert Mbida a dit à la télé qu'il ne va pas se laisser faire, que seule la plus haute autorité du Cameroun pourrait l'amener à changer de position. Voilà, ça c'est, merci M. Obama, c'est la position du sénateur Albert Mbida. En ce qui concerne le ministre des Sports, je ne suis pas mandaté par lui pour parler spécifiquement de la question. Vous savez que c'est un professeur de droit. C'est un professeur de droit dont la position qui a toujours été la sienne, c'est que force doit rester à la loi. Force doit rester à la loi. Et s'il y a un camp que le ministre des Sports défend, c'est le camp des footballeurs. Il fera tout son possible. Le camp des footballeurs ou le camp de la loi? Des footballeurs. Les footballeurs sont de part et d'autre? Non, de nos jeunes qui jouent les championnats, qui depuis plus d'un an... Les footballeurs de la base. Voilà, de la base. Oui, mais pas les footballeurs qui se battent dans les tribunaux, non. Ces enfants-là qui sont là depuis plus d'une année, qui ne jouent plus, qui n'ont plus les gagne-pain, voilà la véritable préoccupation du ministère des Sports et du ministre des Sports aujourd'hui. Je vais proposer à nos panélistes, l'honorable Kaba Libi, M. Xavier Messier, le prof, de regarder un peu ce qui s'est passé au siège de la Ligue, où le professeur Albert Mbida et ses délégués se sont retrouvés pour une réunion importante du comité exécutif provisoire ce week-end, une réunion qui a été un petit peu bousculée par les autorités qui estimaient qu'ils n'avaient pas mandat et une certaine légalité pour le faire. Dispositif inhabituel, ce mardi matin au siège de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Gendarmes, policiers et autorités administratives de l'arrondissement de Yaoundé 5e ont investi les lieux pour interdire les travaux du comité exécutif provisoire de la Fédération camerounaise de football. Comme raison évoquée, défaut d'autorisation des réunions. Révolté, le comité exécutif provisoire, par la voix de son président, n'entend pas céder à l'intimidation. Demander pourquoi ils ne sont pas partis là où il y avait une assemblée générale, alors que ici c'était une réunion interne. Sur ce plan, je ne connais pas très bien les motivations de tout ce ramdam, d'autant plus qu'ils sont arrivés, la réunion était déjà terminée. Mais je voudrais tout simplement dire, sauf décision de la plus haute autorité, je ne céderai à aucune pression. Commencez un peu plus tôt, 5 principaux points ont meublé les échanges de ce jour. Nous avons rétabli la Ligue professionnelle conformément à la décision du tribunal arbitral de sport, décision définitive, de rétablir dans ses fonctions d'organe chargé de l'organisation du championnat professionnel de football du Cameroun. Nous avons également rétabli les ligues régionales, départementales et d'arrondissement qui avaient été suspendues alors que le TAS les avait rétablis. Voilà les grandes lignes que nous avons pu aborder au cours de cette réunion. Nous avons également abordé le problème du gardien de but Onana. Cette équipe de 7 membres a été nommée au cours d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'instance de 2012. Au cours de ces travaux qui avaient pour but de trouver des voies et moyens pour le lancement au plus vite des championnats de Ligue 1 et 2, les hommes de médias venus en couverture n'ont pas été loupés par les forces de maintien de l'ordre. C'est une situation quand même impertinente pour le football camerounais. Au même moment, le chef de l'État prône le ressaisissement par les instances fêtières du foot. Au moment où le ministre des Sports fait une sortie pour demander que les uns et les autres respectent la norme de droit. Alors que se tenaient ces assises de la faction Albert Mbida, consignées dans un communiqué final, des sources bien introduites ont renseigné de la tenue d'une assise similaire au siège de la FECAFOOT, au quartier Tinga à Yaoundé, par le président déchu, par le tribunal arbitral des sports, Sédou Mbombo-Njoya. Cette affaire reste à suivre. Merci à Franck Peck pour l'excellent reportage. Effectivement, il y a eu une autre assemblée, une autre réunion du comité exécutif. Celle-là s'est tenue au siège de la FECAFOOT. Prof Mathias Onanguini, à quoi peut-on s'attendre? La FIFA, à travers M. Véron, on prétend qu'il a des accointances avec certains responsables du Tinga.
et que ces décisions sont toujours en faveur de la FECAFOOT. Du moins, pour le moment, c'est une lettre. Je suppose qu'il rapporte la décision de la FIFA qui légitime donc la présence de Seydou Mboudia à Tinga. Au même moment, le TAS a confirmé que c'est bien la Ligue de football professionnel du Cameroun qui doit organiser le championnat camerounais. À quoi peut-on s'attendre? Je pense que l'imbroglio est loin d'être terminé. On est en plein pala-pala et je crois que ça va continuer. En fait, le problème de fond, c'est celui que j'ai toujours indiqué, c'est la profonde factionnalisation du football camerounais et ses ramifications politiques. Voilà pourquoi ce conflit ne me semble pas être aussi facile que cela à résoudre, d'autant plus que l'État n'a pas choisi une position, et une position cohérente, parce qu'il y a une différence entre la position officielle qui peut être exprimée soit par le Premier ministre chef du gouvernement ou le ministre des Sports qui assure la tutelle sur la FECAFOOT, et puis la réalité des alliances qui fait que plusieurs membres du gouvernement sont de part et d'autre dans les factions. Et ça, c'est bien sûr. Mais c'est grave, c'est ce que vous dites. Non, mais c'est la vérité. Ce n'est pas un problème de c'est grave. On le voit. Et ça s'apparaît dans... Membres du gouvernement... Je dis qu'on le voit. Ça apparaît dans des positions contradictoires qui viennent pourtant de personnalités qui sont au gouvernement. Quel membre du gouvernement? Vous voyez, on vous dit une chose au niveau du Premier ministre chef du gouvernement, puis même au Premier ministère, un son différent vient quand le secrétaire général des services du Premier ministre parle. Et puis, on voit que la position qui peut venir de la présidence n'est pas nécessairement la même. Ensuite, le ministre des Sports, effectivement, lui, il est resté dans une logique où il dit c'est le droit qui doit triompher. Sauf qu'en fait, cette affaire depuis le départ n'a jamais été une affaire de droit. Le droit, en fait, n'est qu'un instrument que les différents groupes utilisent pour pousser leurs intérêts. Le problème, c'est que le désordre, il s'est généralisé à l'ensemble et la FIFA et le TAS y contribuent largement. Parce qu'il n'y a aucune valeur normative aux lettres que la FIFA présente ces jours-ci. Il y a des mécanismes, il y a des règles au sein même de la FIFA qui permettent de désigner l'équipe qui doit être désignée en pareilles circonstances et qu'ils appliquent leurs textes et ils mettent en place un comité de normalisation. Tout simplement, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font. Ça veut dire qu'ils sont de ceux qui alimentent le désordre dans le football camerounais. De l'autre côté, ceux qui sont dans le comité exécutif provisoire, dans quelles conditions a été convoqué ce comité-là? Est-ce que les conditions étaient véritablement respectées? Là aussi, on voit qu'en fait, on agite le droit, mais ce qui est important, c'est les luttes d'intérêt. Le TAS a confirmé la Ligue, mais de l'autre côté, on vous dit que la Ligue a été dissoute par ses propres membres. Donc, vous voyez bien qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Je rappelle que le reportage a été fait plutôt par Michel Ongba et non Frampek. Honorable Cabral Libye, c'est l'éternel recommencement. Certains parlent de mythe décisif à la fédération. Quand on pense être sorti d'affaire, il y a un rebondissement. Je confesse que cette semaine, en voyant les premiers éléments, j'ai eu l'impression que c'est le camp Albin Beda qui aura le dessus. Malheureusement, la position de la FIFA est venue me confondre. Il y a d'autres choses qui vous ont échappé qui montraient que c'était peut-être dans l'autre sens aussi. Je suis péremptoire sur la question. La solution se trouve entre les mains du président de la République. J'ai été heureux d'apprendre sur ce plateau que son ministre n'a eu de cesse de dire que force, j'ai noté, force doit être à la loi. Et je crois que la première chose qui alimente le désordre de la FECAFOOT depuis bientôt 9 ans, c'est la violation de la loi. Je crois que si à chaque fois, le TAS a annulé des élections qui ont eu lieu à la FECAFOOT, ça s'est passé. Si à chaque fois, le TAS a annulé des statuts qui ont été adoptés à la FECAFOOT, c'est que le TAS, qui est donc un tribunal, c'est-à-dire une instance qui dit le droit et qui veille à ce que ce qui est fait dans le football ou dans le monde sportif soit conforme à la loi, ça veut donc dire que ceux qui n'ont jamais eu gain de cause, c'est eux qui violaient la loi. C'est une question de principe, je n'invoque même pas encore les acteurs. Comment ça se fait-il donc une fois, 2 fois, 3 fois, on annule des textes pour non-conformité à la loi
une fois, deux fois, on annule des élections pour non-conformité à la loi. Et on me dit qu'il y a un ministre des Sports qui dit que force doit rester à la loi. Soit ce ministre des Sports, soit ce ministre, c'est même pas lui qui organise les élections. alors, soit ce ministre des Sports fait de la mauvaise foi, soit il est dépassé lui-même par la situation. Et c'est pour ça que je reviens à son patron, qui est le président de la République, sauf que lui-même ne nous aide pas beaucoup. J'ai écouté son discours récemment, c'était le 10 février, lorsqu'il appelait les acteurs du foot à se ressaisir. Alors, pour moi, ce propos, qui, au mieux, se rapproche du ponce-pilatisme, et au pire, de l'aveu d'impuissance, est tout simplement confusionnel. Parce que vous ne pouvez pas demander à deux blocs, dont l'un a toujours eu gain de cause lorsqu'il va au tribunal, et l'autre a toujours perdu la cause lorsqu'ils sont allés au tribunal, vous leur demandez à tous les deux de se ressaisir. Sauf qu'actuellement, moi je laisse même cet aspect des choses, on a un problème qui nécessite absolument l'arbitrage du président de la République, et je rejoins Mathias, c'est la dernière sentence du TAS. C'est une sentence qui, dans son dispositif, dit que l'équipe qui est à la FECAFOOT ne doit plus y être, mais dit dans l'exposé des motifs, paragraphe 235, que cette équipe qui ne doit plus être doit rester. Voilà exactement ce que dit cette décision du TAS. Et qu'a fait la FIFA? La FIFA s'est engouffrée dans la faille qui a été ouverte par le TAS. La FIFA dit au TAS, ok, vous avez dit, vous au TAS, que ces gens ne doivent plus être là. Mais vous avez aussi dit qu'ils peuvent rester là. Alors moi, je choisis de les maintenir là. La FIFA, sur ce coup, j'ai envie de dire, n'applique que la sentence du TAS. Elle aurait pu agir différemment si elle voulait, elle aussi, régler le problème, comme Mathias le disait tout à l'heure, en mettant en place un comité de normalisation. Mais on connaît aussi le sort qui a été réservé au comité de normalisation dans ce pays. Je crois qu'il y en a eu un qui est revenu 2 fois et un deuxième qui lui-même est revenu 2 fois. Donc ça fait 4, je crois, avec les prorogations. On n'est pas sorti de l'auberge. C'est-à-dire les comités qui étaient censés normaliser ont laissé la situation apparemment en pourrissement plus aggravé qu'elle ne l'était auparavant. Moi, je demande au président de la République de mettre en place un comité de surveillance de cette affaire. Peut-être pas de normalisation. Ce comité ne va pas s'ingérer dans le football. Ce comité va exercer la souveraineté du Cameroun sur une activité qui se déroule au Cameroun. Tout ce qui est demandé à la FECAFOOT, quelqu'un me dira tout à l'heure, j'en suis sûr que c'est plus complexe que ça, c'est qu'il y ait des textes conformes à la loi et qu'il y ait des élections conformes aux textes qui sont conformes à la loi. Monsieur Obama, prenez l'affaire par le bout que vous voulez. La seule chose qui fait qu'on ne fasse pas des textes, c'est que les gens ont peur des textes qui sont conformes à la loi. Et ces gens qui ont peur des textes qui sont conformes à la loi, ce ne sont pas des acteurs de football de premier plan. Ce sont des ministres, ce sont des DG, ce sont des élus, ce sont des hauts cadres de la République qui ont depuis des années toujours tiré profit du football sans jamais l'avoir joué même dans un 2-0. Voilà la vérité du foot. Et je pense que le président de la République, qui est garant de l'état de droit, parce qu'un état de droit, c'est celui dans lequel règne le droit et la justice. Lui qui est garant de l'état de droit peut aujourd'hui décider. C'est pour ça que lorsqu'il demande aux gens de se ressaisir, j'ai envie de lui dire non, monsieur le président de la République, prenez vos responsabilités. Et moi, en tant qu'élu du peuple, député de la nation, je le dis solennellement, je suis disposé à faire partie de ce comité ou de cette commission de surveillance. On va quand même vers une canne. À moins que les intérêts du président de la République se soient déplacés. Vous savez, le président Biya, il est resté suffisamment longtemps pour que nous apprenions à le lire. Vous savez, avant, ce qui l'intéressait dans le football, c'était les victoires. Maintenant que ce ne sont plus les victoires, apparemment, ce sont les stades. Bon, alors, s'il nous dit que désormais, lui, ses compétitions internationales, c'est les beaux stades, mais dans ce cas, n'attendez pas de lui qu'il résolve le problème. Puisque de toute façon, il vous en a offert de beaux. Vous avez joué votre chance sans jamais avoir de championnat, il s'en foutait royalement. Vous allez avoir une canne bientôt. On va parler tout à l'heure du stade olympique qui a encore un caillou dans sa chaussure. Une fois qu'il vous l'aura livré après 55 milliards de plus ou 70, bah, il finira bien par y arriver. Vous aurez donc un autre stade qui sera très beau. Et lui, il aura gagné sa canne en disant, ben, je vous ai donné des stades. Mais alors, il faut que le président de la République nous dise s'il est toujours dans l'aspect football qui se joue sur le terrain dont il était si fier.
et pour lequel il nous a laissé d'ailleurs un héritage de phrases très bien. Un seul mot, continuez, tout ce que vous voulez. Ou alors il est aujourd'hui dans les stades, auquel cas nous tous, ce ne sera pas mes intérêts, mais cette fois Mathias, un réel désintérêt. Nous allons suivre le président, on ne va plus parler de foot, et puis on va laisser Albert Mbida bagarrer comme il peut avec la police et Bombonjoya, et puis un matin ils mettront le feu, ils feront ce qu'ils voudront, au moins il reviendra pour rétablir l'ordre public. Non, c'est le président de la République, trêve de blagues. Prenez vos responsabilités et il y a des citoyens, moi j'en fais partie, qui sont disposés à vous accompagner pour que dans de brefs délais, nous sortions quand même de cette mare nauséeuse qu'est devenue le football au Cameroun. Xavier Messi, est-ce qu'il y a une proposition? Certains estiment qu'on peut laisser la gestion de la FECAFOOT au Comité national olympique et sportif du Cameroun pendant 3 mois et organiser des élections. Il y a le comité de surveillance qui vient d'être proposé par l'honorable Cabral Libi, parce que la guerre aujourd'hui, on n'est pas loin d'en sortir. L'un des problèmes que le Cameroun connaît, c'est la gestion de ces structures. Vous savez, la Fédération camerounaise de football a posé depuis plusieurs décennies d'énormes problèmes de fonctionnement. Qu'il s'agisse de la Ligue de football, qu'il s'agisse de la Fédération camerounaise de football, ce sont des structures, ce sont des démembrements de l'État. L'État accorde une certaine... donne à ces structures un pouvoir pour le suppléer. Cela signifie que la FECAFOOT, la Ligue, tout ça ne sont pas des structures au-dessus de l'État. L'État leur a donné un certain pouvoir. Et si on constate à un moment donné que la FECAFOOT est un éternel problème, Cabral vient de le dire, un éternel problème pour des intérêts que certains veulent peut-être protéger, ou alors par incompétence totale, je crois qu'il faut tirer les leçons. On a vu des pays comme le Nigeria dissoudre la Fédération nigériane de football parce qu'il y avait du désordre. Il n'était pas le seul. Beaucoup l'ont fait. Alors si on choisit de laisser le désordre s'installer pendant des dizaines d'années, au point où c'est la FIFA, c'est la CAF, c'est le TAS qui doivent venir jouer, régler nos problèmes internes, ça veut dire tout simplement ce que Cabral a dit tout à l'heure, où il y a du conspiratisme volontaire, où il y a de l'incompétence. Parce qu'on ne peut pas comprendre cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez dit, Cabral l'a dit, il a répété plusieurs fois. Lorsqu'on constate qu'il y a un désordre dans une structure de l'État, cette fédération camerounaise de football n'est pas... est dans un territoire avec des structures, avec des lois, avec des règlements. Et lorsqu'on constate qu'il y a ce désordre-là, qui n'est pas de nature à entretenir la belle image du Cameroun à l'extérieur, le Cameroun est une grosse nation de football en Afrique, mais paradoxalement, à nos structures, à notre fonctionnement, on fait piètre figure. Je pense que c'est là où je suis entièrement d'accord avec Cabral. Il faut quelqu'un pour frapper du poing sur la table. Mais je vais vous dire, ça je pense ça sur moi, il ne frappera pas du poing sur la table. Parce que ce désordre-là est parfois une option politique. Non, vous n'allez pas... Mais je suis désolé. Vous croyez vraiment que c'est une option pour le président? Je dis, je pense... Il ne demanderait pas aux gens de se ressaisir. Non, mais alors quand on dit ressaisir, vous savez dire quoi? Rien du tout. Puisqu'il connaît les problèmes. On ne dit pas ressaisissez-vous, on dit j'ordonne que dans un délai de temps, telle chose doit être faite. Si ce n'est pas fait, on identifie des personnes qui constituent des obstacles et on les sanctionne ou on les met de côté. Alors lorsqu'on dit ressaisissez-vous, les mêmes personnes à qui on demande de se ressaisir sont les mêmes qui ont mis du désordre, sont les mêmes qui sont incompétents. Comment vous pouvez leur demander de résoudre des problèmes qu'ils ont créés ou qu'ils ne savent pas gérer? La seule personne quitte à mettre complètement à ras ces structures, on revient à zéro. Ou alors, on crée ce comité-là, sans tenir compte de qui que ce soit, on repart à zéro. Parce que tant que le président de la République n'aura pas frappé du poing sur la table, vous aurez encore les mêmes problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque le président de la République avait demandé instamment qu'on réinstalle le général Semengue dans ses fonctions? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. On est revenu à la carte de départ. Donc, ces désordres-là, moi je suis désolé de le dire, j'insiste là-dessus, ces désordres-là, il y en a qui tirent profit de ces désordres et ils n'ont aucun intérêt à ce que ces désordres-là puissent disparaître. Docteur Cyril, on va sortir par votre intervention sur la question. Au-delà du désordre qui est orchestré, il y a quand même l'image. Le professeur Albert Mbida est sénateur, nommé par le président de la République. Seydou Bombonjoya est conseiller spécial, l'un des conseillers secrétaire général du comité central du RDPC. C'est un fils d'un baron du régime proche du chef de l'État. Tout cela devait embarrasse normalement le chef de l'État. Ben,
Avant de répondre à votre question, c'est pas une question, c'est oui, juste non, à votre observation, à votre observation, non, votre observation. J'aimerais lever quelques équivoques terminologiques que j'ai entendus ici. L'honorable Libye a subrepticement laissé penser ou laissé croire que le ministre des Sports serait responsable du désordre actuel, parce que désordre il y a. Il a parlé de laxisme, il a même donné une injonction au chef de l'État en demandant une trêve de blagues. J'aimerais rappeler qu'un chef de l'État dans ce contexte ne blague pas, j'ai bien noté, il a parlé de trêve de blagues, son voisin a parlé de ponce-pilatisme, d'incompétence de l'État. Je pense que leur proximité spatiale entraîne également une proximité idéologique, mais bref, c'est pas ça le problème. Ce que j'aimerais dire, c'est que jusqu'aujourd'hui, le ministre des Sports n'a pas donné sa position sur cette affaire. Il est en train de travailler sur cette question. Il fera ses propositions le moment venu et ses propositions seront adressées. Ça prend du temps, non? Il travaille depuis combien de temps sur la question? Je vous dis que... Alors, le TAS a pris une première décision qui a donné raison à la Ligue professionnelle. Il a appelé les différentes parties au ministère des Sports. Il a demandé à ces parties d'aller s'entendre et d'arrêter le juridisme et d'appliquer la décision du TAS. Il s'avère que cette décision n'a pas été appliquée. Une deuxième décision du TAS est venue changer l'équipe qui est aujourd'hui à la tête de la fédération. La FIFA a décidé de maintenir cette équipe en place. Mais vous savez, j'aimerais dire par rapport à ce que disait Xavier, la situation est d'autant plus complexe que la FECAFOOT est une association. C'est une association, malheureusement, qui ne dépend pas directement du gouvernement, parce que c'est une association qui fonctionne en fonction, permettez-moi la répétition, en fonction de la réglementation d'une autre organisation supranationale, la FIFA, qui est la FIFA. Et vous connaissez la norme des lois. Le professeur de droit est là à côté. Donc pour l'instant, le gouvernement a d'abord laissé que la solution soit résolue par les instances internationales. Vraisemblablement, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Je dis, le ministre des Sports a dit que force restera à la loi. Croyez-moi, force restera à la loi. Il fera ses propositions à qui de droit. D'accord. Le prof, vous voulez dire un mot? Non, écoutez, que la proximité spatiale nous fasse dire des choses. Écoutez, je sais bien qu'il blaguait, mais trêve de blague. Sur cette affaire de la FECAFOOT. Sur cette affaire je de la FECAFOOT. pense qu'on aura parlé de trêve de blague, c'est parce que dans son argumentaire tout à l'heure, il y avait d'abord des blagues. Je crois bien, je me trompe peut-être. Lorsque vous serez élu, un jour vous comprendrez qu'un élu reçoit les injonctions du peuple. Mais j'espère que ça vous arrivera. Et vous rirez moins lorsqu'on évoquera cela. Parce que le peuple camerounais, il joue au foot. Il regarde le foot. Il regarde le foot. Il s'attend à avoir un univers footballistique normalisé. C'est la moindre des choses que le peuple demande à ceux qui doivent décider. Mais c'est justement parce qu'il rit à chaque fois que les footballeurs, quelqu'un a dit tout à l'heure, je crois que c'était le docteur, qu'il y a des gens qui, eux, vivent du football. Ils sont au quartier, ils sont en Kolewe, ils sont ailleurs. Lorsqu'ils disent régler l'affaire du foot, ceux qui doivent en décider rient. Alors répondant, qui êtes-vous pour nous le demander? Mais comme ils ne sont que de pauvres footballeurs, effectivement, ils ne sont rien. C'est pour ça qu'on a cette situation, où on pense qu'une question aussi grave, et c'est ça le problème du Cameroun, on est toujours en train de rire, en train de jouer sur des sujets aussi graves. Écoutez, ce n'est pas mon Cameroun à moi tout seul, ce n'est pas moi qui décide, effectivement. Le peuple, vous l'avez dit tout à l'heure, a désigné un président. Je pense qu'en tant qu'élu du peuple aussi, au suffrage direct, mais peut-être pas sur le même rayon, j'ai le droit aussi de dire à un autre homologue élu, vous voyez où je situe l'homologation, à un autre homologue élu, écoutez, monsieur, vous comme moi, nous savons ce que c'est que prendre des engagements devant le peuple. Et ce peuple est en train de vous dire qu'il faut faire
quelque Faut régler chose. la question. Le faire, je ne savais pas que c'était un crime. Merci. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le... Allez-y. Je dirais d'abord à l'honorable Cabral Libi que le pouvoir législatif n'est pas un pouvoir d'injonction, c'est un pouvoir de normation, ce n'est pas la même chose. Tout au plus, il peut être un pouvoir d'interpellation. Cela dit, je reviens à ce que j'ai dit au départ, cette affaire est une affaire de factionnalisation. C'est sur le terrain politique que ça peut être réglé. Ça n'a rien, depuis le départ, à voir avec le droit. Sauf que les partis sont de mauvaise foi, et c'est toute la difficulté de l'affaire. Depuis la première normalisation, on a essayé de mettre en place un consensus politique, parce que le problème est politique. Certains partis ont fait défaut. Ce sont les mêmes partis aujourd'hui qui ont souvent eu certaines procédures en leur faveur, qui continuent à poser problème. Donc, et c'est là où la FIFA ne nous sert pas, parce que c'est ce qui est le plus important. Parce que ce que la FIFA est en train de faire va compliquer le problème. Parce que la FIFA crée une contrainte supplémentaire au Cameroun. Si le Cameroun intervient, elle va dire c'est de l'ingérence. Donc le gouvernement camerounais se retient d'intervenir. Maintenant, la solution que la FIFA propose n'est pas conforme à ses propres mécanismes. Donc ça veut dire que si on rentre à nouveau dans ce rail-là, on va se retrouver confronté à de nouveaux problèmes. D'accord, on peut en parler à présent de la FIFA applique la sentence la du TAS. polémique. Elle applique la sentence du TAS. S'il vous plaît. Aucune règle en matière de théorie du droit ne peut justifier qu'on ne tienne pas compte du dispositif et qu'on revienne à la chaîne de motivation pour justifier une interprétation qui est abusive. Merci, c'est compris. On va d'abord parler du stade de l'Olembe, mais avant, si vous le permettez, si on est tous d'accord, on va respirer en regardant ce reportage de ce qui s'est passé hier à la paroisse du studio sanctuaire marial des Toudi. C'était la rencontre des communautés Etoudi, Etulu, Yetotan, Etundu. C'est des communautés... et tout ça revient aux mains parce que ce sont les étudiants. La cérémonie a eu lieu, donc il y a eu une messe d'action de grâce présidée par le représentant du chef de l'État, le ministre et directeur du cabinet civil. On regarde ça et derrière on parle de la polémique autour du stade Olembe. Le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Yolo, fidèle collaborateur du chef de l'État, par ailleurs son représentant personnel à cette célébration eucharistique, est resté attentif aux propos liminaires de l'homélie délivrée par l'archevêque métropolitain de Yaoundé à l'occasion de cette messe avec le peuple étoudi du Cameroun. La grande famille étoudi a reçu de Dieu de célébrer ce jour son identité, sa vocation comme peuple de Dieu. Les Étoudis dans toutes leurs composantes confessent et confirment qu'ils sont un seul peuple à travers toute l'étendue du territoire national. C'est le peuple uni et voulu par Dieu qui les a fait et étudie. Voilà donc pour nous tous, en ce jour solennel, un très grand motif d'action de grâce. À travers cette messe pontificale, le grand ensemble étoudi, constitué des foyers Yetotan, Esakoy, Etuli, Etulu, Yeyan, Etundu et Etoudi, va élever des prières qui s'ouvrent à tout le Cameroun pour plus de paix et de prospérité. L'acte de piété des étoudis en cette période pascale présente également à Dieu les lourdes responsabilités du chef de l'État Paul Biya, leur petit-fils, né de mère Yetotan, un foyer étoudi du département du Djaïlobo, région du Sud. Tous les patriarches ici réunis avaient estimé que nous ne pouvions pas faire une célébration à côté de là où réside Monsieur le Président de la République, qui, comme l'archevêque l'a dit, est un membre de la famille, sans que quelque chose à ces moments extrêmement difficiles, je dirais les moments les plus difficiles de son magistère de président de la République, sans que quelque chose soit fait en direction de celui qui nous permet à tous de vivre, de nous affranchir de nos difficultés et de compter un jour le rejoindre dans sa félicité. Le Tout-Puissant est là pour nous tous. Et cet patriarche-là ont dit, nous allons faire une célébration spéciale en l'honneur et pour le réconfort
du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, et toute sa famille. À cette cérémonie riche en sons et couleurs, mais aussi très courue, l'on notera la présence des membres du gouvernement, amis des étoudis. Aux côtés de Laurent Serge Etundingwa, homme loi des étoudis du Cameroun, l'on retrouve d'autres fils étoudis. C'est le cas du président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, fils étoudi d'Union Esso, de Thomas Dupont-Ombieni, étoudi d'Umbam et Nubu. La jeunesse dynamique du grand ensemble étoudi sera représentée par le directeur général de BNews 1, Ernest Obama, digne fils étoudi, venu de la Meufoué Famba. Le cérémonial, au pied du sanctuaire marial, marque la fin de cette Eucharistie spéciale. La bonne nouvelle qui en résulte sera portée à la diaspora étoudi grâce à ces colombes chargées de mission. Voilà, je rappelle qu'à Yaoundé, on les appelle Etoudi. Dans le sud Cameroun, c'est Yetotan. Ils sont à Ebolovasi, à Koumyetotan. Dans le Mbam, à Ndiki, on les appelle Etundu. Dans la Meufouya Famba, la Meufouya Famba particulièrement à Essé, on les appelle Yetulu. C'est la grande communauté étudiée qui s'est donc réunie. La principale résolution, c'est la construction d'un foyer étudié dans les prochains jours à Yaoundé. On parle donc du stade de Lembe, enfin. Voilà, c'était le sujet principal. On en parle donc. Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a donc signé un décret autorisant le gouvernement à signer une convention de crédit avec la Standard Chartered Bank de Londres et PIB France d'un montant de 55 milliards de francs CFA pour achever les travaux du complexe sportif de Lembe. La livraison du stade de 60 000 places était prévue en novembre 2020. Malheureusement, il y a eu notamment la rupture du contrat des Pitini. McGill est arrivé. Aujourd'hui, cette décision du chef de l'État d'autoriser le gouvernement après donc cet emprunt a créé la polémique. L'honorable Nietzsche a par ailleurs saisi le ministre secrétaire général de la présidence de la République pour avoir, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République pour avoir les chiffres exacts. Aujourd'hui, nous sommes avec le responsable, le principal point focal donc de la construction du stade et des stades liés à la CAN. Docteur Cyril Telot, vous avez été très prolixe cette semaine sur la toile. Je disais en début d'émission pour rire que vous avez même fait des cours de journalisme à certains journalistes qui ne sont pas venus recouper l'information auprès de vous. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui se passe réellement au stade de Lembe? Combien il coûtera aux contribuables camerounais? 55 milliards pour achever, pour les finitions, pour reprendre l'expression qu'on retrouve dans le décret du chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas trop? Alors, tout dépend. Qu'est-ce qui n'est pas trop? Est-ce qu'il n'est pas trop, peut-être, oui, de construire un complexe sportif qui sera probablement l'un des plus beaux au monde? Est-ce que c'est trop pour notre pays? Est-ce que c'est trop pour notre pays d'avoir construit le complexe sportif de Japoma? Le monde entier nous envie. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est trop? Tout dépend de l'image que nous avons de notre pays et de l'idée que nous avons de notre pays. C'est quoi le Cameroun? Si tant est que le Cameroun est un pays qui se considère comme un grand pays en Afrique, habité par des grands peuples, que ce soit les Bantous, que ce soit les Soudano-Sahéliens, et que nous devons faire des choses à la hauteur de la grandeur de notre nation et de notre peuple, alors pour moi, j'estime que ce n'est pas trop. Que c'est quelque chose qui se situe justement à la limite de ce que nous sommes. Alors sur le plan du coût, parce que quand vous demandez si c'est trop, c'est de savoir est-ce que c'est cher. D'abord, il faut insister, les finitions dont parle, autorisées par le chef de l'État, ce sont les finitions du stade ou du complexe? Non, ce sont les finitions du complexe. Parce qu'en réalité, à Lembe, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, c'est une décision qui émane de lui, construit un complexe sportif. Peut-être, M. Obama, avec votre permission, est-ce que je pourrais faire un peu une rapide... Vous avez fait votre exposé. Hein. Voilà, un bref historique pour comprendre ce qui se passe. Alors, vous savez que en 2014, notre pays a hérité de l'organisation de la Coupe d'Afrique 2019. Et le père de mon voisin était alors président du comité de normalisation. Et pour que notre dossier soit accepté, il avait vendu la construction de nouvelles infrastructures sportives.
C'est sur la base de ce dossier que le professeur Joseph Ouna a présenté que la CAF nous a attribué l'organisation de la CAN 2019. Alors, parmi ces infrastructures, il y avait 2 complexes sportifs. Il y avait la réhabilitation d'un certain nombre d'infrastructures déjà existantes et la construction de nouvelles infrastructures, dont 2 complexes sportifs, un à Japoma et l'autre à Olembe. En ce qui concerne le complexe sportif d'Olembe, il y a un contrat commercial qui a été signé avec le ministère des Sports en 2016. Et les travaux ont effectivement commencé en mars 2017. Mais en réalité, lorsque ce contrat est signé en 2016, commencent les premières railleries, commence la première cabale, où on estime que le Cameroun est en train de construire le stade le plus cher au monde. On fait des comparaisons. Pourtant, nous n'étions pas en train de construire un stade. Nous ne sommes pas en train de construire un stade. Nous construisons un complexe sportif avec plusieurs modules. Je reviendrai là-dessus. D'ailleurs, pour parler de ces modules, Olembe comprend quoi? Olembe comprend un stade de football couvert de 60 000 places. Olembe comprend un centre commercial. Olembe comprend un hôtel 5 étoiles de 70 chambres. Olembe comprend un gymnase couvert de 2000 places. Olembe comprend une piscine olympique de 2000 places. Olembe comprend 2 stades de handball, 2 stades d'entraînement de football, 2 stades de handball, 2 stades de basketball, 2 stades de tennis également. Et à l'intérieur de ce complexe, vous avez également un musée, vous avez des salles de cinéma. C'est pour ça qu'on parle de complexe. Et d'ailleurs, moi j'aime utiliser le terme de complexe commercialo-sportif. Je pense que cette terminologie est beaucoup plus explicite que lorsqu'on parle juste d'un complexe sportif, parce que vous avez un centre commercial, vous avez un hôtel, vous avez des salles de cinéma qui n'ont rien à voir avec des activités sportives. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque l'entreprise Piccini lance ses travaux en mars 2017, eh bien, elle arrête en novembre 2018, lorsque la CAF, de manière, je le considère toujours comme injuste, décide de glisser la CAN 2019 en Égypte et nous donne la CAN 2021. Et pourquoi l'entreprise Piccini arrête? Parce que l'entreprise présente une facture à l'État de 28 milliards de travaux supplémentaires. Mais entre-temps, en novembre... 28 milliards de travaux supplémentaires. Supplémentaires. Au départ, il n'y avait pas un accord sur la base des travaux qui devaient être faits? Alors, effectivement, je viens de citer les travaux qui devaient être faits. Ouais. Ces travaux devaient coûter 163 milliards et financés par la banque publique italienne Inesta San Paolo. 163 milliards. Et en novembre 2018, Piccini a consommé 113 milliards. Sur les 163. Sur les 163. Il reste donc 50 milliards non consommés, non utilisés, non décaissés. Mais, entre-temps, Piccini présente à l'État une facture de 28 milliards en disant « Nous avons fait des travaux supplémentaires, ces travaux coûtent 28 milliards, vous nous payez immédiatement et nous continuons les travaux. » L'État dit à Piccini « Nous ne refusons pas, puisqu'il y a encore 50 milliards de disponibles, mais utilisez d'abord les 50 milliards, finissez les travaux, puis on s'assied à la fin, on audite vos supposés travaux supplémentaires. Si ces travaux sont tout à fait légitimes, on paye. » Voilà la position officielle de l'État. Piccini s'arc-boute et abandonne le chantier pendant une année. C'est-à-dire qu'entre novembre 2018 et novembre 2019, rien ne se passe à Olembe. Alors il se passe qu'entre-temps, le ministre des Sports va donner des sommations à Piccini pour reprendre les travaux. L'État va même cautionner Piccini à hauteur de 4 milliards parce que, entre-temps, le président, le PCA du groupe Piccini est venu au Cameroun. Il a dit à l'État, je suis disposé à reprendre les travaux. On lui donne 4 milliards. Qu'est-ce qu'il fait des 4 milliards? Il les utilise pour autre chose. Il demande à l'État 7 milliards supplémentaires. Et c'est là que le chef de l'État a demandé à ce que le contrat de Piccini soit rompu. Le contrat de Piccini a été rompu. Mais entre-temps... La construction du stade de Lembe, il n'y avait pas une quote-part de l'État camerounais? Bien sûr, il y avait une quote-part de l'État. Est-ce que cette quote-part a été versée? Cette quote-part a été versée.
Elle a été versée. Entièrement? Elle a été versée entièrement. Est-ce que la réclamation de Pichini se base pas sur la quote-part qui n'a pas été versée? Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les prêts concessionnels, nous sommes là dans le cadre d'un prêt concessionnel, il y a toujours des fonds de contrepartie. Vous le savez. Les fonds de contrepartie représentent généralement 15% du montant total du projet. Vous comprenez? Et ces frais sont utilisés localement. Ces fonds sont utilisés localement. Lorsqu'on parle de 163 milliards, notre argent y est également inclus. D'accord. Voilà. Donc, alors, ce qui se passe, c'est qu'en novembre... Le président décide, le chef de l'État décide de rompre le contrat. McGill est appelé. Oui, McGill se présente parce que McGill vient d'achever la réhabilitation du stade de la réunification. McGill se présente à l'État et dit à l'État, avec le soutien naturellement du gouvernement canadien, qu'il est disposé à accompagner l'État pour achever le complexe sportif d'Olembe. Sauf que l'État n'a pas les 50 milliards qui manquent, puisque la banque italienne, étant donné la convention entre l'État du Cameroun et la banque Sao Paulo, était adossée au contrat commercial de Pichini. Donc à partir du moment où le contrat de Pichini est dénoncé par le gouvernement ne peut plus bénéficier des 50 milliards. McGill dit à l'État, moi je vais chercher 50 milliards. Je vais chercher un partenaire financier qui vient avec les 50 milliards, comme ça nous achevons les travaux. Et McGill dit à l'État, en attendant que je trouve le partenaire financier en question, je vais relancer les travaux sur fonds propres. Et le 3 janvier 2020, un contrat commercial est signé entre l'État du Cameroun et McGill pour la somme de 54 milliards. Voilà. McGill lance les travaux jusqu'à ce jour. Alors, la procédure de recherche des financements extérieurs a malheureusement mis du temps. Là aussi, nous accusons Pichini parce que McGill a identifié deux partenaires financiers. La Standard Chartered Bank, qui est basée à Londres, et l'État suédois. L'État suédois, à travers l'assureur ENK, qui est un assureur suédois, qui devait garantir le prêt. Les négociations ont été engagées avec ces deux partenaires jusqu'à ce que Pichini sabote ce travail aussi bien en Angleterre qu'au Canada. Pichini est aussi puissant que ça? Bien sûr, Pichini est une entreprise européenne. C'est une entreprise européenne. Et là, nous sommes en train de négocier avec des pays qui relèvent du code de l'OCDE. Donc, à partir de ce moment, aussi bien la banque londonienne que l'assureur suédois ont demandé d'arrêter le temps qu'ils voient clair pour se rassurer que la procédure d'attribution du marché à McGill n'était pas entachée par des faits de corruption comme Pichini l'avait allégué. C'était vrai? Pas du tout. Pas du tout. La preuve, Pichini est parti parce que Pichini réclamait 28 milliards de travaux supplémentaires à l'État. L'État lui a donné 4 milliards pour relancer les travaux. Il a utilisé ces 4 milliards pour faire autre chose. Donc, il n'y a pas eu de corruption. En réalité, Pichini a tout simplement mis l'État dans une situation difficile. Alors, ce qui se passe, c'est que le temps des négociations, nous avons pratiquement mis une année. Donc, la Standard Chartered Bank est restée dans le financement. La Standard Chartered Bank a continué avec le gouvernement camerounais, mais l'assureur ENK suédois s'est retiré de peur d'avoir des poursuites judiciaires de la part de Pichini. Et McGill, le gouvernement, ont dû trouver un autre assureur en la personne de l'État français. C'est l'État français qui vient assurer ce crédit à travers la BPI, la Banque publique d'investissement française. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Parce que nous avons là... vous aurez toute la parole. Je suis pratiquement à la fin. Allez-y. Nous sommes là en train de parler d'un crédit commercial, mais pas d'un crédit commercial classique. Un crédit commercial classique, les taux d'intérêt auraient été extrêmement élevés. Mais c'est un crédit qui est assuré par un État qui fait que les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Parce que vous savez que pendant ce temps, nous avons signé un accord avec le Fonds monétaire international et que nous ne pouvons même pas financer ce projet s'il n'était pas sur la liste des projets validés par le Fonds monétaire international. Il en est de même de la pénétrante Est. Alors, ce qui se passe, c'est que finalement, toutes les équivoques ont été levées, les négociations ont abouti,
ce qui a donc amené le chef de l'État à signer ces 2 décrets d'habilitation pour que le ministre de l'économie signe justement le prêt pour les finitions, pas du stade, j'insiste encore, du complexe sportif d'Olembe dans son ensemble et de la pénétrante Est. Voilà ce qui se passe. En tout, le complexe coûtera donc combien à l'État camerounais? En tout, le contrat coûtera à l'État du Cameroun 163 milliards plus 5 milliards. Si vous faites l'addition, ça sera 168 milliards. Parce que nous étions... Le contrat initial était à 163 milliards, 113 milliards ont été utilisés. Il fallait trouver 50 milliards. Et nous avons trouvé 50 milliards, mais dans le management de projet, il faut toujours une provision pour les imprévus. Donc il y a 5 milliards d'imprévus. C'est toujours 10%. Ça, c'est connu, c'est une norme en management de projet. C'est pour ça que nous sommes à 55 milliards. D'accord. Donc, quand on veut faire le total du complexe de l'Olembe, on ne doit pas prendre le premier montant et l'additionner aux 55 Alors, en milliards. réalité, vous avez 2 types d'élèves. Vous avez un élève qui ne comprend pas l'arithmétique et puis qui fait quoi? Qui vous dit, le complexe de l'Olembe va coûter 163 milliards de Pichini, moins 50 milliards de Pichini, plus 55 milliards de McGill, et ça va coûter 218 milliards. Voilà ce que les gens disent. C'est complètement les mauvais élèves qui sont forts probablement en lettres, mais pas en mathématiques. Alors, vous avez parlé de 4 milliards que l'État camerounais a donné à Pichini. À cautionner. Cautionner ou donner? Non, cautionner. Cautionner parce que Pichini s'est endetté auprès d'une banque, mais avec la caution, avec les garanties de l'État et pas une garantie solidaire. C'est une perte sèche pour l'État camerounais? Non, 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 non. L'État n'a pas sorti de l'argent du Trésor. C'est une banque qui a donné de l'argent à Pichini avec la garantie. Ce n'est pas une caution solidaire. C'est une caution simple. C'est-à-dire que Pichini a donné des garanties. Première garantie, c'est cautionnement. Vous savez que lorsque vous avez un marché comme celui-là, pour ceux qui connaissent un peu les marchés publics, vous devez donner des cautions. Vous devez donner des garanties. Deuxièmement, Pichini a également cautionné son matériel, c'est-à-dire les équipements qui sont aujourd'hui sur le site. Donc la BGFI, qui est la banque qui a donné ces 4 milliards, va d'abord, en plus il y a eu la caution du groupe Pichini international, c'est-à-dire que pour récupérer ces 4 milliards, la BGFI va d'abord se retourner vers la maison mère de Pichini. Si la maison mère de Pichini ne peut pas payer cet argent, ils vont saisir les équipements de Pichini qui sont ici et les vendre aux enchères. Pour récupérer les 4 milliards. Exactement. Ça devra suffire? Je ne sais pas. D'accord, merci. Sais pas, mais alors, il y a suffisamment d'équipements. Les 5 milliards sont déjà là pour McGill, ils peuvent déjà travailler. Lesquels? Les 55 milliards autant pour moi. Le chef de l'État vient juste de signer. Mais entre-temps, levons encore une autre équivoque. Le chantier n'est pas en arrêt. Mais McGill, depuis le 3 janvier 2020, quand il a pris en charge ce chantier, finance ce chantier sur fonds propres. Vous avez bien vu qu'il y a une différence aujourd'hui visuelle entre le chantier tel que Pichini l'avait laissé en 2018 et tel qu'il se présente aujourd'hui. Je vous rappelle que nous avons joué le CHAN sur les 2 stades d'entraînement d'Olembe, qui sont complètement achevés. Le CHAN, les équipes sont entraînées là-bas? Oui, oui, je parle des entraînements. D'accord. Vous avez vu que l'aire de jeu est complètement achevée. Est-ce qu'il y a un délai de livraison aujourd'hui? Je pose toutes les questions avant de passer la parole. Oui, le délai de livraison que nous donne McGill aujourd'hui pour le stade, puisque nous avons des contraintes par rapport à la CAN. Le stade n'est pas prêt alors? Non, il est quasiment achevé, mais vous avez bien vu que le tartan, le revêtement n'est pas encore posé. Ils sont en train de travailler sur les différents lots électroniques, la sonorisation, ainsi de suite. Mais les vestiaires, les sièges, l'aire de jeu, plein de choses sont achevées. Je parlais bien du stade. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, oui, mais le ministre des Sports nous a dit qu'il ne reste plus que les finitions, mais pourquoi on a encore besoin de 55 milliards? Le ministre des Sports était allé visiter le stade. Donc je parlais bien du stade. Le stade est quasiment achevé à plus de 90%, et lui, il devra être prêt pour la CAN. Et les délais que McGill nous donne aujourd'hui... Je reviens à vous parce qu'il y a quelques questions qui reviennent, notamment concernant un certain directeur de projet qui n'aurait pas accepté de signer certains documents et qui aurait été mis en congé. Je vais d'abord écouter les autres sur la question. D'abord, Xavier Messier.
Oui, ben, moi, ça me fait énormément plaisir pour la première fois d'écouter quelqu'un qui est dans le projet. Il y a une opacité quand même là-bas, hein, ça ne parle pas beaucoup. Oui, il parle. J'ai eu à envoyer des journalistes à certains moments, ils les ont reçus gentiment, et puis ils ont ramené quelques informations. Mais avoir quelqu'un qui est dans le projet et qui en parle avec autant de détails, c'est la première fois. Et qu'il accepte de parler aussi ouvertement, peut-être parce que, comme on dit, l'affaire est déjà dehors, il ne peut plus rien dissimuler. Vous ne voulez pas allouer la démarche des BIOS alors? Oui, ici, moi je ne voudrais pas me préoccuper des chiffres qui vous donnent des vertiges. Ils sont tellement importants que je ne peux pas en parler. Mais je peux parler d'autres choses. Et en parler pas en termes d'explication, mais en termes de questionnement. La première question que je vais poser, c'est comment est-ce que un complexe aussi important pour lequel vous avez énuméré à peu près 7 lots, je n'ai pas tout recensé, mais vous avez énuméré à peu près 7 lots, pourquoi prendre un tel complexe, le confier à une entreprise sans appel d'offres internationale, avec un dépouillement pour que tout le monde vérifie, n'est-ce pas, la faisabilité de ce travail? Pourquoi l'avoir donné de gré à gré à une entreprise, fut-elle celle qui s'appelle Pichini et qui a des références parce qu'elle a travaillé à Turin, elle a travaillé encore quelque part en Afrique, je crois en Guinée équatoriale, il y a quand même quelques références. Mais pourquoi avoir pris un tel risque? Moi, je pense qu'un travail aussi important, aussi complexe, on peut le découper en lots et faire en sorte que des entreprises qui ont des références dans certaines activités puissent concourir. C'est un gros risque que le Cameroun a pris sans appel d'offres. Ça, c'est une question, peut-être que vous nous donnerez une réponse là-dessus. La deuxième, le ministère des Sports n'est que le ministère utilisateur de ce complexe. Il ne devrait pas être le maître d'œuvre. Je ne comprends pas, peut-être que vous allez nous expliquer, c'est lui qui a pris la décision de révoquer Pichini. C'est lui. Sur instruction, il me semble. Sur instruction, mais il y a quand même un ministère des Travaux publics dans ce pays. Il y a un ministère des Travaux publics qui peut techniquement, en son sein, il y a des techniciens, il y a des ingénieurs, il y a des architectes, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que c'est le ministère du ballon, enfin des sports, qui a la mission, n'est-ce pas, de révoquer? Ça, c'est quelque chose qui nous paraît compliqué. Et puis, lorsqu'on parle des références, l'expertise, vous nous avez dit que Magui a fait un travail excellent avec Panda. D'accord. Mais quand on regarde encore dans le lot de stade, on n'a pas vu en Magui des références préalables où il a construit des complexes sportifs de ce genre. Alors, donc, aujourd'hui, je vais terminer par vous poser encore cette dernière question. L'argent. On est parti emprunter l'argent sur le marché international avec des taux que vous connaissez qui sont extrêmement élevés. Non, concessionnaire. Ça veut dire quoi? C'est combien? Concessionnaire, ça veut dire que c'est des prêts dont les taux d'intérêt sont généralement inférieurs à 2,5% et les délais de remboursement extrêmement longs. D'accord. Voilà. Ok. Allez-y. C'est la marge qui nous est imposée par les bailleurs de fonds. Alors, sur le marché financier local, c'est impossible de trouver cet argent parce que très souvent, lorsque le gouvernement lance un emprunt obligataire, vous voyez, en très peu de temps, on réunit la somme. Alors, pourquoi ce réflexe d'aller toujours vers le marché international dont on connaît les contraintes, et ainsi de suite. Alors, il y a quelque chose qui nous préoccupe. Vous avez dit tout à l'heure que Pichini est une entreprise européenne. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous êtes sûr que le Cameroun va s'en sortir avec des différentes plaintes que Pichini est en train de déposer quelque part? Déjà, le prêt qu'on est parti chercher en lancer, vous avez vu de certaines entreprises, certains concessionnaires financiers qui sont en train de se retirer progressivement. Vous avez parlé de la Suède, c'est vrai. Vous avez parlé également, il y a une autre entreprise londonienne qui se retire parce que Pichini est en train de faire un travail de SAP à l'international en déposant des prêts. Je peux préciser que la banque qui est la Standard Chartered Bank, qui est basée à Londres, est avec nous. Et lorsque vous lisez le décret du chef de l'État, vous avez bien vu que c'est pour signer avec la Standard Chartered Bank Londres, c'est bien précisé, et la BPI Export. Je souhaite que vous... Attends, vous allez répondre une fois. Hein, c'était juste une précision. D'accord. Honorable, vous réagissez et peut-être qu'il y aura des réactions après votre intervention. Non, je ne crois pas que M. Tolo soit ici à une grande interview. Moi, je ne veux pas lui poser de questions. Parce qu'à la vérité, ce n'est pas lui le problème.
savez, puisqu'il y a des cinémas dans ce stade, il y a eu un film très célèbre à l'époque qui s'appelait La somme de toutes les peurs. Et le stade de Lembe, pour faire une analogie, est la somme de tous les dysfonctionnements, dont certains, et qui émaillent en réalité ce type de projet au Cameroun, et dont certains ont été subtilement relevés par Xavier tout à l'heure, parce que quand vous lisez la loi, pourquoi certaines choses échappent à un tel et sont faites par un autre, mais vous savez que dans l'urgence, la gouvernance de l'urgence, il y a toujours des passerelles qu'on trouve et des anesthésies qu'on inflige à certains postes administratifs de l'État, dont on justifie tout cela par l'urgence. Une chose d'abord pour commencer, il y a une sorte d'horripilation des gouvernants lorsqu'on dit que ce stade est cher. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand le montant de 163 milliards avait été donné à l'époque, beaucoup se disaient que c'était cher. Et ils avaient raison. Que le stade. Que le complexe. Non, que le complexe. Ah, okay. Je dis bien le complexe. Okay. On n'a jamais chiffré le stade, lui tout seul. C'est le complexe. Okay. C'est un package. Parce qu'en fait, le Cameroun n'est pas le premier pays au monde à construire un complexe sportif. C'est-à-dire avec un stade, c'est-à-dire une aire de jeu, des hôtels. Là, il n'y a qu'un hôtel. Il y a des stades de complexes sportifs qui ont 2 hôtels. Donc, ce n'était pas le premier. Il y en a en Afrique. Ah oui? Ben oui, il y a un complexe sportif qui a été construit à Luanda en 2008. Il a coûté 114 milliards. Ben oui, c'est vérifiable, c'est sur Internet. Avec un hôtel 5 étoiles, mais écoutez, avec une piscine. Vous aurez le temps de réagir, s'il vous plaît, docteur Sérito. Vous aurez tout le temps, vraiment. Oui. Prenez. Je vous dis, puisque vous le connaissez, vous nous direz quel est le nombre d'étoiles qui manque, ainsi de suite. Non. Je vous dis, ne prenez pas ça sur vous. Je ne suis pas habilité à vous donner des conseils. Vous faites comme vous voulez, mais ne prenez pas ça sur vous, parce que ce n'est pas vous qui arrêtez des marchés, ce n'est pas vous qui faites les calages. Oui, parce que si le calage avait été bien fait par des experts et des gens compétents, je crois qu'on ne se serait pas retrouvé en train de demander 28 milliards de plus. Quand ce genre de choses arrive dans un marché, ça veut dire que le calage n'a pas été bien fait. Mais bon. Donc, à l'époque déjà, ceux qui s'en offusquaient n'avaient pas totalement tort. Mais il a raison de dire qu'il y a des comparaisons faciles qui sont faites et qui induisent... Moi, par exemple, à l'époque, j'avais suivi effectivement que le stade du 26 mars de Bamako, qui avait été construit à 18 milliards, on le comparait effectivement au complexe de Lembe à l'époque, juste parce que le stade de Bamako avait une petite piscine en plus. Donc, il y a parfois des analogies faciles qui sont faites qu'il faut balayer. Moi, j'irais même plus loin. J'ai envie de dire aux Camerounais qui regardent que ceux qui sont sur les nerfs, parce qu'on parle d'un endettement de 55 milliards, ben, en réalité, ils sont juste largués. Est-ce que vous savez que le service de la dette au Cameroun, en 2020, c'était 888 milliards, c'est-à-dire l'argent que nous avons payé pour rembourser la dette. Mais qu'en même temps, le Cameroun s'est endetté en 2020 de 1000 milliards. Est-ce que les gens savent que les besoins d'endettement du Cameroun, selon la loi de finances que nous avons adoptée, 2020-2023, les besoins d'endettement s'élèvent à 5 000 milliards, dont 1600 milliards seulement pour 2021. Donc quand on n'est encore qu'à 55 milliards en février, il faut que les gens sachent qu'il reste 1545 milliards d'endettement qu'il y aura pour la seule année 2021. Je rappelle également que le niveau d'endettement du Cameroun, c'était de 9 717 milliards en 2020. Et on chiffre le PIB du Cameroun, c'est-à-dire la richesse nationale, je sais que vous n'avez pas les chiffres, à environ 22 000 milliards. C'est pour ça que nous sommes, selon les chiffres officiels, à environ 43% du niveau d'endettement sur notre richesse nationale. Ce qui n'est pas particulièrement grave. Parce que la France, au moment où nous parlons, est à 117% d'endettement, notamment à cause de la Covid-19. Les États-Unis sont passés de 40 à 76%. Donc, en fait, le problème, en principe, ce n'est pas l'endettement. C'est-à-dire, chaque fois que nous sommes ébouriffés parce que nous avons entendu qu'un pays s'est endetté, le problème, ce n'est pas l'endettement. Le problème est donc ailleurs. Et cet ailleurs, c'est quoi? C'est pour ça que je vous disais, ne prenez pas ça sur vous. Vous avez évoqué à l'entame de votre propos la question des choix. Bon, un État fait des choix. Des dirigeants font des choix. C'est des choix politiques. Maintenant, on peut les contester, si on veut. Et ça, c'est le travail des politiques que nous sommes. Parce que moi, j'ai envie de dire que si moi, il m'avait
je ne suis pas sûr que j'aurais forcément choisi de construire un complexe à 163 milliards. Parce que je me serais rappelé qu'au Cameroun, sur 121 000 km de linéaire de route, il y a 114 000 qui sont en terre. Et donc, selon les chiffres de MINTEP, je n'ai pas fini. 64% sont en mauvais état. Sauf qu'au même moment, quand on a adopté la loi de finances en décembre, on a plafonné les fonds qui doivent servir à l'entretien routier à 50 milliards. Au mépris même de la loi. Mais ça ne vous regarde pas. Ça, c'est des choix politiques. Maintenant, il y a d'autres choses qui ne sont pas des choix politiques, mais qui sont des questions techniques. Permettez-moi de revenir là-dessus. Vous avez parlé des fonds de contrepartie tout à l'heure. Est-ce que vous savez que dans ce pays, il nous est arrivé de payer ce qu'on appelle les commissions d'engagement, parfois plus élevées que les intérêts? J'explique ce que c'est que les commissions d'engagement. Lorsque vous avez contracté une dette, le bailleur, tout au moins la banque, met l'argent à votre disposition. Et vous ne pouvez mobiliser cet argent que si vous avez payé le fonds de contrepartie. On commence à vous facturer les commissions. Qui nous fait de l'argent alors qu'on n'a pas pris. Là, c'est encore une autre catastrophe. Quand vous voulez. Voilà. Et puis c'est vous qui concluez, monsieur, puisqu'il nous reste 10 minutes. Une certaine opinion, vous voulez dire. Je dis cette matière à contestation. L'autre. Et évidemment, dans notre condition économique structurelle, il y a évident. Et si possible, a refusé de mis en